Bonsoir, bienvenue au Collège Univers-Sciences qui regroupe les conférences aujourd'hui de la Cité des Sciences et du Palais, vous l'avez certainement noté, donc pour cette nouvelle saison et ce deuxième cycle de conférences que nous commençons aujourd'hui. En 1995, donc Michel Mayor et Didier Queloz découvrent la première exoplanète. Et depuis cette date, c'est plus de 500 exoplanètes aujourd'hui qui figurent au catalogue, ce qui nous laisse à penser qu'une exoplanète, ce n'est pas un événement exceptionnel, mais ce serait plutôt un événement banal et qu'il en existe certainement une quantité assez importante dans l'univers. Et aujourd'hui, les chercheurs s'attachent à chercher une exoplanète qu'on pourrait appeler une exotère, qui serait semblable à notre planète Terre, en masse, qui serait solide, donc tellurique, et qui serait dans une zone habitable, c'est-à-dire susceptible d'abriter la vie. Et il y a Michel Mayor et Didier Queloz, donc, qui ont un programme qui s'appelle le programme ARPS, que vous connaissez sans doute, ont découvert une quantité assez importante de planètes telluriques à chaque communication qu'ils font sur leur découverte. C'est 25, 30 exoplanètes, et dans ces 30 ou 25 exoplanètes, il y en a toujours 5 ou 6 qui sont des planètes telluriques, mais qui malheureusement pour l'instant ne sont pas dans des zones habitables. Mais vu l'importance des découvertes, on s'est dit que cette nouvelle exotère, qui serait dans une zone habitable et qui serait proche, analogue, on dit, à notre planète Terre, serait découverte incessamment sous peu. Donc on s'est dit, on va faire un cycle de conférences sur cette question. Et on a bien fait, parce que vous avez vu certainement une communication qui a été faite ces derniers jours. Donc une équipe américaine a annoncé la découverte d'une exoplanète, donc une exotère, qui serait donc dans une zone habitable. Alors je ne sais pas si vous avez vu cette communication, donc il s'agit de Vogt et Butler, donc sur le télescope de Hawaï. Donc, qui a été en même temps, ils ont croisé leurs données avec celles du programme ARPS, donc qui est conduit par Michel Mayor. Et donc cette exoplanète est proche donc de l'étoile Gliese 581, qui se trouve à 20 années-lumière de la Terre. Cette étoile est dans la constellation de la Balance, et donc elle représente 3 masses terrestres, 1,5 rayon de la Terre, 1,5 fois le rayon de la Terre, et elle se trouve à 10 millions de kilomètres de son étoile, qui est une naine rouge, donc qui est plus froide que notre Soleil. Et donc les scientifiques ont calculé la température moyenne qu'il doit faire à la surface de cette planète. La température moyenne serait entre moins 31 degrés Celsius et moins 12 degrés Celsius, donc ça en ferait un candidat possible pour une exotère, donc proche de notre planète Terre, en masse, et également qui serait dans la zone habitable de cette étoile. Seulement, comme vous le savez, il y a quand même beaucoup de compétition entre les différentes équipes scientifiques. Donc, il semble que c'est une annonce qui soit un tout petit peu rapide. D'une part parce que cette planète a une orbite synchrone, comme la Lune par rapport à la Terre, et elle présente toujours la même face à son étoile, ce qui voudrait dire qu'il y aura une face donc extrêmement chaude par rapport à l'autre qui serait extrêmement froide, et toutes ces données sont donc encore à valider et à confirmer. Mais en tout cas, c'est un candidat possible pour une exotère, et donc pour une exoplanète qui serait dans la zone habitable de son étoile. Et donc, je vous ai dressé un peu comme ça le portrait de ce cycle de conférences, parce que d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une zone habitable ? Donc, une zone habitable, c'est une zone où une planète pourrait recueillir une forme de vie, mais le seul repère qu'on ait, c'est par rapport à la planète Terre et aux formes de vie qu'on connaît, qui sont donc celles de la planète Terre. Donc, pour définir un peu ce que c'est qu'une zone habitable, et une planète qui vit dans une zone habitable de son système, on va donc d'abord s'attacher à ce qui se passe dans le système solaire. Et donc la zone habitable du système solaire, vous savez, contient la Terre, bien évidemment, Mars et Vénus. Bon, Vénus n'en fait pas un candidat possible pour la vie, mais depuis des observations au 19e siècle, on sait que Mars est un candidat possible pour la vie. Alors, est-ce que c'est une vie passée ou une vie actuelle ? Ça, c'est une autre question. On n'a toujours pas répondu de façon définitive à cette question. C'est ce que donc nous allons voir aujourd'hui avec Jean-Pierre Bibring.
Ensuite, il y a également des interrogations dans le système solaire autour de la vie. Est-ce que la vie a pu ou peut apparaître ailleurs dans le système solaire? Donc on verra cette question la semaine prochaine. Vous savez qu'on parle d'une chimie prébiotique sur Titan, satellite de Saturne. On parle également du satellite Europe. Donc on va voir toutes ces questions la semaine prochaine. Et ensuite, nous recevrons 2 chercheurs de l'équipe de Michel Mayor. Donc Christophe Lovis qui nous parlera justement des exoplanètes telluriques et des candidats éventuels pour une exotère et de la recherche également de cette exotère. Et en plus, Christophe Lovis, si vous suivez un peu l'actualité astronomique, a fait une annonce le 23 août dernier. Il a découvert le système planétaire où il y a le plus de planètes qu'on ait découvert jusqu'à présent. Il a découvert un système planétaire avec 7 planètes, donc le système planétaire le plus nombreux qu'on ait trouvé jusqu'à présent. Donc il parlera certainement de cette découverte récente. Et sur la dernière conférence, donc avec Didier Queloz, donc le co-découvreur avec Michel Mayor de la première exoplanète, nous verrons que toutes ces découvertes ont permis également de remettre un peu en cause les théories de formation des systèmes planétaires. Et donc ça permet également de remettre le cœur à l'ouvrage pour comprendre comment se forme notamment le système solaire et d'une façon plus générale les systèmes planétaires. Voilà donc le programme de ce cycle de conférences qui s'annonce passionnant. Donc aujourd'hui nous accueillons Jean-Pierre Vibring, donc professeur à Paris Sud et chercheur à l'Institut d'astrophysique spatiale. Donc, comme d'habitude, nous aurons 3/4 d'heure à 1 heure de conférence et ensuite vous aurez tout loisir pour poser vos questions ou faire vos commentaires. Bonne conférence, à tout à l'heure. Merci beaucoup. C'est pénible d'avoir un projecteur dans la tête, mais il paraît qu'il le faut puisqu'on est filmé en même temps. Vous m'entendez ? Ouais, bon, je vais tâcher de ne pas bouger trop loin du micro, ou alors je vais essayer de l'embarquer, le micro. Mais... Bon. Merci donc d'abord aux organisateurs de bien vouloir demander aux Martiens de venir participer à ce cycle de conférences sur les exoplanètes. Je suis très content que vous soyez là et qu'on puisse échanger un petit peu sur nos résultats obtenus récemment sur les affaires martiennes. Donc, pour être franc d'entrée de jeu, l'une des choses que j'aimerais conclure aujourd'hui, si on y arrive, c'est que... Pardon ? Il faut m'asseoir ? Alors. Bien, c'est peut-être plus convivial. Ça va ? Bon. Donc, l'une des choses que j'aimerais aboutir, en fait, à laquelle j'aimerais aboutir à la fin de cette conférence, et on pourra en discuter après, c'est que certaines des hypothèses qui ont été faites ici sur l'habitabilité, je pense qu'elles ne sont pas forcément justes. C'est-à-dire ce qu'on appelle une planète habitable, c'est ça que je voudrais qu'on montre à propos des affaires martiennes. Ce n'est pas que la distance à l'étoile qui compte. Ce qui fait la température à la surface de la planète Terre, on le sait bien, c'est pas tant la distance à la Terre que la composition de son atmosphère. Et c'est la composition de notre atmosphère qui fait qu'aujourd'hui on est là pour en parler et que la température est au-dessus du 0 degré Celsius. La Terre pourrait être 10 fois plus loin s'il y avait de bons gaz à effet de serre. On pourrait aussi avoir de l'eau liquide. En revanche, on pourrait être à la même distance que l'on est ou même plus près, ce qui est le cas de la plupart des autres objets, et ne pas avoir d'eau liquide simplement parce que les conditions thermodynamiques ne sont pas remplies. Donc on pourra en parler un petit peu, mais je pense que sur ces questions d'habitabilité, il y a encore beaucoup à faire. Et je suis toujours un petit peu réticent quand j'entends parler de recherche d'exotère sur ce que cela signifie. Je veux dire, la Terre, ce n'est pas simplement un objet d'une certaine dimension, une certaine distance. Ce que l'on va voir aujourd'hui, plus on travaille sur notre propre planète, plus on travaille sur les autres planètes du système solaire, plus on s'aperçoit que ce qui fait la richesse et la diversité de nos objets, c'est beaucoup plus que simplement le fait que ces objets sont en orbite autour du Soleil. Et je le dirai peut-être un petit peu plus tard, mais je peux déjà le dire, c'est presque en guise d'introduction. Ça a été tellement difficile dans l'histoire, on le sait bien, d'obtenir le passage de la Terre centre du monde au Soleil, centre de notre système, que le balancier quasiment était dans l'autre sens. Et d'un coup, à partir du XVIIe siècle, ce qui caractérisait nos objets planétaires, c'était qu'ils étaient en orbite, dans le champ de gravité et de rayonnement du Soleil. En d'autres termes, c'est le Soleil qui conditionnerait tout. Et ça a un petit peu bloqué le développement des sciences dont je vais parler aujourd'hui, les sciences planétaires, qui essaient de comprendre ce qu'est le moteur de l'évolution des planètes. Qu'est-ce qui fait la diversité de ce qu'on observe aujourd'hui? Et c'est de ça dont je vais parler un petit peu. Et on va s'apercevoir que dans ce jeu-là, le fait qu'on soit en orbite autour du Soleil, certes compte, mais ne compte pas fondamentalement, comme on va le voir.
Et donc, l'idée, c'est de tabler un petit peu de tout ça à partir de l'affaire martienne. Je suis donc professeur à Paris Sud et je mets ici mon adresse email parce que comme je en ai la pratique, quelle que soit la richesse du débat après, je sais qu'on est sur sa fin et donc n'hésitez vraiment pas à me contacter si vous le souhaitez. Je réponds toujours et on peut vraiment continuer à échanger par le temps. Comme on est le 6 octobre, je ne peux pas ne pas commencer cette histoire en disant que bien sûr on célèbre en ce moment le 53e anniversaire du premier Spoutnik. Pour les plus jeunes d'ici, c'est la préhistoire. Pour les gens de ma génération, c'est notre histoire. Il faut réaliser que rien de ce qu'on va pouvoir discuter maintenant n'aurait été possible si l'homme n'avait pas acquis cette maîtrise du spatial. C'est quelque chose de tout à fait fondamental. On pourrait ne parler que de cela d'ailleurs, parce que c'est d'une richesse incroyable. Mais je vais rapidement montrer en quelques étapes comment on en est venu à modifier totalement notre représentation de la Terre dans l'espace à partir précisément de l'épopée spatiale. D'abord, pour réaliser que dès qu'on a eu la maîtrise de l'espace, moins d'un mois après le Spoutnik, les Soviétiques ont envoyé un engin pour essayer de regarder quelles étaient les conditions de vie dans l'espace. C'était le fameux petit chien Laika, un mois seulement. Il faut voir la vitesse à laquelle les choses se sont faites. L'idée de maîtriser les conditions de vie dans l'espace était un programme récurrent, permanent de l'Union soviétique qui est bien sûr aujourd'hui repris par la Russie d'une part et par les États-Unis et par l'Europe derrière. Mais ce n'est pas de ça dont je vais parler aujourd'hui. L'idée, c'est que dès qu'on a été capable de maîtriser l'espace, on a essayé de regarder si on pouvait utiliser l'espace pour des grands objectifs scientifiques. Et parmi ceux-là, il y a eu bien sûr la découverte des mondes planétaires. À nouveau, il faut réaliser, ce que je vais dire dans quelques instants, c'est que les mondes planétaires, à cette époque-là, c'était pour l'essentiel des points non résolus sur des plaques photographiques. On n'avait aucune idée de ce qu'étaient les objets planétaires. Un peu la Lune, parce qu'il n'est pas trop loin, et les autres, c'est quasiment, c'était le néant quant à l'information. Et donc, la question qui se posait derrière, est-ce que la vie peut exister ailleurs, était posée en des termes tout à fait autres que ce qu'ils sont aujourd'hui, simplement parce qu'on n'avait pas d'informations. La première étape que je veux signaler ici, c'est qu'à un moment donné, il y a eu dans l'histoire quelque chose de tout à fait fondamental qui a été fait par cette sonde Luna 1, à peine plus d'un an après le Spoutnik, qui pour la première fois a quitté l'environnement terrestre. Il a fallu à un moment donné envoyer des engins et voir si on était capable non seulement de les mettre en orbite autour de la Terre, mais de les propulser ailleurs. Ça a été fait par la première sonde, bien sûr, visant la Lune. C'était le plus simple à faire, Luna 1, donc en janvier 1959. Et dès qu'on était capable de sortir du champ magnétique, du champ protecteur terrestre, les gens se sont dit qu'il faut faire des mesures. Et il y a eu les premières mesures dans l'espace. L'idée, c'est que non seulement on allait inaugurer les voyages interplanétaires qui allaient totalement chambouler notre représentation de la Terre dans l'espace, mais on allait aussi faire des mesures, surtout in situ, et aller voir de près des mondes qu'on ne pouvait pas observer autrement. Et à la fin de cette année 59, pour célébrer le 2e anniversaire seulement du Spoutnik, les Soviétiques, pour la première fois, envoyaient la 3e sonde vers la Lune, qui cette fois-ci non seulement allait vers la Lune, mais passait derrière, c'est-à-dire qu'ils ont choisi la distance à la Lune avec la bonne vitesse pour se mettre en orbite autour de la Lune. Et tout d'un coup, ils se sont dit, mais on va voir un monde qu'on ne peut pas voir de la Terre, la face cachée. Et ça a été, pour la première fois, en quelques mois, ils ont fabriqué un instrument pour faire la première image dans l'espace. C'est de là que date la réalisation des premiers imageurs dans l'espace. À l'époque, et on verra, on en reparlera un petit peu, on n'avait évidemment pas de caméra électronique. Le seul moyen de faire des images, c'était de prendre un appareil photo. Et ils ont révélé et fixé la pellicule sur place, en orbite autour de la Lune, puis ensuite analysé le négatif avec un canon à électrons. Ils ont transmis pour la première fois, on a fait donc une transformation d'une image et transmission par onde électromagnétique jusqu'à la Terre. Et cette image-là était très importante parce que pour la première fois, on s'apercevait qu'un monde qu'on ne connaissait pas, la face cachée, ne ressemblait pas du tout à la face qui nous fait face. Je n'ai pas le temps d'en discuter ici, on pourra en parler après si cela vous intéresse, mais ça a été quelque chose qui a été pendant des années un très grand mystère et c'était le début d'une grande quête en fait. Et si je dis ça, c'est pour réaliser que ça a été très vite au début et que ça s'est passé donc en octobre 59 et c'est après seulement que Korolev, qui était un ingénieur génial, qui était à la tête du programme soviétique d'astronautique, a recruté le premier peloton de cosmonautes que l'on connaît tous bien sûr, puisque un an et demi après, même pas un an et demi après, moins d'un an et demi après de formation, ce qui est remarquable, Gagarine a été le premier piéton dans l'espace, premier homme dans l'espace. Si je le dis à nouveau, c'est parce que toutes ces premières accumulées faisaient que, bien sûr, du côté américain, il fallait faire une riposte. Si rapide avait été le développement. Et la riposte, comme on le sait, c'était la décision de Kennedy d'aller sur la Lune avant la fin de la décennie. C'était le programme Apollo. Ce programme Apollo, du point de vue de ce que l'on va discuter aujourd'hui, c'est-à-dire du point de vue de la connaissance des mondes planétaires, a été tout à fait fondamental. À nouveau, on n'a pas le temps d'aller dans le détail, mais le pari a été tenu avant la fin de la décennie, puisque on sait bien que en juillet 69, il y a eu le premier pas sur la Lune. Mais il a fallu pour ça fabriquer des technologies, bien sûr, qui n'existaient pas. On a construit la plus grande fusée au monde jamais construite, 100 mètres d'hydrogène et d'oxygène liquide, quelque chose d'ahurissant, merveilleux. Mais il y a une étape simplement sur laquelle je veux mettre
L'attention ici, c'est le vol d'Apollo 8 qui s'est passé donc en 68. Contrairement à ce que certains disent, il s'est passé beaucoup de choses en 68, dont ce vol qui a été très important pour la raison suivante. En fait, en 68, les Américains voulaient tester l'ensemble des systèmes d'alunissage, mais en orbite autour de la Terre. Et la CIA avait fait courir l'idée que les Soviétiques étaient prêts à envoyer quelqu'un sur la Lune, donc ils ont vite refabriqué un programme pour dire non, c'est pas possible de ne pas gagner cette bataille-là aussi. Et ils ont décidé que l'équipage d'Apollo 8, au lieu de rester en orbite autour de la Terre, irait sur la Lune. Non pas sur la Lune, mais en orbite autour de la Lune. Et Apollo 8 a été la première mission interplanétaire habitée, avec donc 3 astronautes dedans, chargés d'aller sur la Lune, de faire le tour et de revenir, bien sûr, qui serait frustrant quelque part parce qu'ils n'iraient pas sur la Lune même, mais ils verraient la Lune de près comme personne ne l'a jamais vue. Et ils ont fait cette image qui est restée partout, bien sûr, comme une image symbolique et incroyable de voir la Terre au fond, un lever de terre sur un premier plan lunaire. Mais ce qu'on n'imagine pas, c'est surtout ce genre de photos qui ont été prises, qui, à mon avis, ont été tout à fait fondamentales bien au-delà de la science. Pour la première fois, avec Apollo 8, des hommes quittaient suffisamment la Terre pour voir la Terre projetée devant eux comme une planète, en fait. C'était la première image globale de la Terre. Si vous regardez les bouquins dans les bibliothèques, les bouquins de cosmogonie, comme on disait de l'année, on démontrait encore que la Terre était ronde avant, jusqu'aux années 60. Pour la première fois, bien sûr, on ne démontre plus que ça paraît tellement banal, puisque sur tous les murs de la capitale, maintenant, il y a évidemment de la photo de la Terre vue de l'espace. On ne démontre plus cela. Il faut imaginer que ça a été quelque chose de tout à fait, une véritable révolution que voir la Terre projetée comme une planète. Et si je dis ça, c'est que le premier, et vous allez voir pourquoi c'est connecté à ce que je voudrais raconter aujourd'hui, c'est que la compréhension qu'on a eue de cette chose-là, c'est la banalité de la Terre comme planète. La Terre, tout d'un coup, apparaissait comme une boule qui flotte dans l'espace, comme les autres objets planétaires, finalement. Rien de particulier là-dedans. Pendant des années et des années, ce qui est sorti de ces images-là, c'était cette réalité que la Terre est comme les autres. Vieille idée, certes, qui datait de quelque part de Copernic et de Giordano Bruno, mais reprise fondamentalement parce qu'on projetait réellement la Terre devant soi tout d'un coup. Et à partir du moment où la Terre est banale, triviale, eh ben, la vie est aussi quelque chose de trivial. Et la vie, comme processus générique, a été ancrée par cette réalité qu'on voyait maintenant une Terre devant soi qui flottait dans l'espace. Ça paraît rien, mais c'est important au niveau symbolique, ce genre de choses, même si ça n'a pas été reconnu comme tel. Et ce que je mets ici, c'est que ce concept de pluralité des mondes qui en vogue depuis l'Antiquité, mais qui a été repris très fortement par Giordano Bruno. Vous savez, Giordano Bruno est celui qui, prenant Copernic qui a fait son traité publié l'année de sa mort en 1573, a pris ça à un degré supérieur. Giordano Bruno, qui était remarquable pour un tas de raisons, il a, comme vous le savez, il a été brûlé sur le bûcher à Rome, sur le Campo dei Fiori en 1600, en février 1600, c'est-à-dire 33 ans avant le procès de Galilée, pour avoir dit un certain nombre de choses, dont cette chose remarquable qui était tous les petits points. Si tous les petits points qu'on voit la nuit sont des étoiles, alors il y a forcément des planètes autour des étoiles, et s'il y a des planètes autour des étoiles, il y a de la vie partout. Donc la pluralité des mondes est repartie d'un cran avec l'abandon donc du géotropisme et le passage à l'héliocentrisme. Et Giordano Bruno était vraiment quelqu'un de très important, et comme je disais, c'était vraiment le cadre qui s'avérait opérant et opérationnel au point de vue des idées idéologiques pour jauger toutes les découvertes qu'on faisait. Et donc la vie est forcément quelque chose qui doit être très général. Et quelque part, le cycle que vous avez ici a ça derrière, cette idée que s'il y a des planètes quelque part, forcément il en existe d'autres semblables à la Terre, et on va revenir sur cette notion de semblable à la Terre. Je vous ai déjà dit qu'il faut faire attention, à mon sens, mais il y a toujours cette idée récurrente derrière, qui en fait, quand on réfléchit par-delà l'aspect scientifique, repose sur des bases qui vont bien au-delà de tout ça. On peut, du temps où l'univers était pensé comme infini dans l'espace et dans le temps, il faut forcément qu'il y ait le double de la Terre ailleurs. Donc la vie doit exister, et très rapidement, puisqu'on avait les moyens d'y aller voir, allons-y voir. Et Mars a été tout de suite la première cible. Avant même la fin du programme Apollo, les Américains ont décidé d'une grande mission vers Mars qui s'est appelée Viking. D'où ça vient cette idée-là? Vous savez que dans l'Antiquité, on savait que Mars était rouge, c'était le point le plus rouge après Antares dans le ciel. Et à cause de ça, vous savez que rouge était assimilé au sang, sang la mort, mort la guerre. C'est comme ça que Mars s'est vu affublé de ce nom barbare du dieu de la guerre. C'est dommage, il y avait tellement de beaux dieux, mais enfin c'est comme ça, on s'est récupéré celui-là. Mais heureusement, au XIXe siècle, progressivement, le rouge étant assimilé tout d'un coup à la rouille et plus au sang, rouille veut dire de l'eau, pour tout le monde, l'eau veut dire la vie, et tout d'un coup, de syllogisme en syllogisme, on est arrivé d'une planète de mort à une planète de vie. Bien sûr, avec des points d'interrogation partout. Est-ce que c'est bien vrai que c'est de la rouille qui fait que Mars est rouge? Est-ce que si la rouille, c'est bien par de l'eau? Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est que effectivement, si Mars est rouge, ça a bien été rouillé,
mais que ce n'est pas l'eau qui l'a rouillé. Et que, quelque part, on pourrait concevoir que c'est une grande déception. Mais quant à la vie, vous allez voir que les choses rebondissent actuellement. Et c'est un petit peu ça que je vais vous montrer aujourd'hui, que même si Mars a toujours été conçu comme planète de vie à cause de sa couleur rouge, quelque part, et tout un tas de choses que les gens ont cru voir, je ne vais pas en parler ici, mais des canaux d'irrigation faits par l'homme, enfin bon, ceux qui s'intéressent un peu à ça savent ça, mais ce n'est pas très important, tout ça n'était que des artefacts optiques au foyer du télescope, il n'y a rien de tel, bien sûr, à la surface de Mars, mais c'est là-dessus que des gens ont construit des gros observatoires au début du XXe siècle. Non, si Mars est rouge, on va le voir, ça a bien été rouillé, mais hélas, si on peut dire, l'eau n'y est pour rien, mais il y a malgré tout maintenant, et ça sera la conclusion dans quelques minutes, la certitude qu'il y a bien eu de l'eau sur Mars, mais pas là où on s'y attendait en fait. Donc la première grande mission qui a été faite dans cette idée-là, que non pas pour chercher s'il y a de la vie, mais pour chercher la vie, puisqu'on en était convaincu, et c'était le grand problème de la mission Viking, et c'est quelque part toujours pas mal le grand problème des anglo-saxons, d'être tellement convaincus de ce qu'ils doivent trouver, qu'ils vont le chercher, et que s'ils ne le trouvent pas, ils sont en échec, qu'ils ont envoyé cette mission-là avec ce fameux bras robotique que l'on voit ici déployé sur le modèle, non pas sur Mars, mais en essai sur la Terre, et ça c'est le vrai sur Mars, où on voit le bras. Bon, vous voyez les pelletés qui sont là-bas, qui ont déjà ramassé ça. L'idée, c'était, et c'est une mission à nouveau qui a été conçue à la fin des années 60, qui a volé pour arriver en 76, pour le 4 juillet 76, fêter le 200e anniversaire des États-Unis par la grande découverte de ce siècle, qui aurait été la découverte de vie extraterrestre. L'idée, c'était de prendre de la poussière, de lui faire subir un certain nombre de traitements, dont des traitements de type nutritif. On lui donne quelque chose, on regarde s'il y a du métabolisme pour savoir s'il y a effectivement des espèces animales ou végétales en activité. C'était ça l'idée vraiment. Et il y avait des appareils très puissants et très sensibles pour faire ça. Premières expériences donc exobiologiques, on peut le dire à l'époque, et on connaît bien le résultat, sinon ça se saurait. Pas de détection, je dis pas de détection non ambiguë. Il y a toujours des gens qui pensent que certains des signaux que l'on a peuvent être expliqués par le vivant. C'est vrai d'ailleurs. Mais l'important, c'est que tout ce qui était mesuré à l'époque peut être interprété sans aucune activité biologique, uniquement par une activité chimique oxydante, peroxydante en fait. Pas de trace de vie. Et maintenant, pour des raisons qui sont faciles à décrire, on sait bien que, en particulier les endroits où Vikings se sont posés, il n'y a pas de possibilité d'évolution, même chimique, sans parler de chimie organique et de biologie. La surface de Mars actuellement, l'atmosphère est tellement ténue que la surface de Mars est bombardée en permanence par du rayonnement ultraviolet qui détruit tout en tout état de cause. Et donc, la question de la Terre, planète banale et de pluralité des mondes, Mars a commencé un petit peu à dire « oh là là, il y a peut-être un petit problème avec ça ». Et donc, les gens se sont dit « où ailleurs dans le système solaire, on peut aller vérifier ça ?» Pour aller vite, parce que ce n'est pas l'objet, je pense que Hervé Cotin vous en parlera un peu plus la semaine prochaine, le seul candidat à cette époque-là, donc au milieu des années 70, pour héberger éventuellement la vie, était Titan. Titan, c'est la plus grande des lunes de Saturne. Saturne est très loin, certes, du Soleil. C'est 10 fois plus loin que la Terre, donc il n'y a que 15 watts par mètre carré. Il y fait extrêmement froid. Mais l'idée est justement ce que je vous disais tout à l'heure. Si autour de Titan, il y a une atmosphère suffisamment dense, avec suffisamment de gaz à effet de serre, eh bien, même s'il y a très peu de lumière qui arrive, si tout le rayonnement qui sort, qui voudrait en sortir, n'en échappe pas parce qu'il est bloqué, ben, la température finit par monter. Eh bien, l'idée, c'était d'y aller voir. Et la mission qui a été conçue pour ça est la mission Voyager, dont certains d'entre vous qui font un peu d'astro sont évidemment au courant de ça. C'était la grande mission de la fin des années 70 et les débuts des années 80, mission qui s'appelait Grand Tour au démarrage, qui a été conçue. Il fallait partir vite parce qu'il fallait un arrangement planétaire tout à fait particulier pour pouvoir aller voir Saturne avec un ricochet gravitationnel sur Jupiter. Et l'idée, c'est pas seulement d'aller voir non pas Jupiter mais Saturne, mais même pas Saturne, mais Titan, et un rasmode suffisamment proche de Titan pour que s'il y a le moindre geyser, la moindre flaque d'eau, on puisse la voir. Et des caméras remarquables. Pas le temps de vous en parler, autre que de vous dire, la mission a été remarquable, elle a effectivement bien marché, et plus on s'approchait de Titan, il y a 2 sondes qui sont arrivées comme ça, plus on s'approchait de Titan, et moins on voyait. Plus les images étaient floues, à tel point que les gens se sont dit, c'est vraiment pas de chance, c'est incroyable de penser que les caméras tombent en panne juste au moment où on arrive. Ils ont braqué les caméras sur Saturne, où il y avait des images absolument superbes, on voyait tous les anneaux de Saturne et les taches sur Saturne. Donc à l'évidence, ce n'était pas les caméras qui ne fonctionnaient pas, c'est Saturne qui ne fonctionnait pas. C'est qu'autour de Saturne, il y avait un brouillard à couper au couteau, et l'idée c'était que, contrairement à ce que les gens pensaient, Titan n'était pas recouvert d'une atmosphère dense, riche de gaz à effet de serre, mais d'une atmosphère dense d'azote, en fait, moléculaire, en équilibre probablement avec de l'azote liquide à moins 200 degrés, enfin moins 180 degrés. Et l'idée d'avoir une chimie un peu évoluée, bien sûr, était abandonnée ce jour-là. C'est très intéressant, malgré tout ce qui a été trouvé dans Titan, ça a beau être un réservoir extrêmement froid, il y a une chimie très intéressante avec du phosphore, du soufre, Hervé vous en parlera, je pense, la semaine prochaine. Mais quant à la possibilité d'avoir de la vie
ailleurs que sur Terre, en tout cas sur Titan, il fallait accepter l'idée que probablement c'était fichu. Et donc progressivement, de cette idée de la Terre unique, de Terre non unique mais banale, on est arrivé à cette idée que peut-être la Terre est totalement unique. Alors, 2 mots encore sur le contexte avant d'arriver aux affaires martiennes proprement dites. C'est que, à nouveau, je vous ai dit, avant le spatial, pour l'essentiel, notre connaissance, c'était des connaissances de quelques points qui flottaient dans l'espace. Et puis en 20 ans, tout d'un coup, le Soleil a été vu dans un tas de longueurs d'onde. On s'est aperçu qu'on a commencé à comprendre ce qu'est vraiment le Soleil. Mercure est apparu comme un objet qui a montré qu'il avait plein de cicatrices de bombardement. Je reviendrai là-dessus, c'est important. On a commencé à voir ce qu'était Vénus avec avec des sondes qu'on était voir sur place, y compris la surface de Vénus. La Terre s'est avérée autrement. On s'est posé sur la Lune. On a été voir Mars, et je vais montrer avec énormément de détails. Sur le chemin de Saturne, Voyageur est passé près des 4 satellites, ce qu'on appelle les satellites galiléens, 4 petits points qui, du moment où Galilée les a vus en 1610 jusqu'à cette exploration-là, c'était vraiment 4 petits points dont on voyait qu'ils étaient alignés, ils tournaient autour de Saturne, de Jupiter. On n'avait aucune idée de ce qu'ils étaient. On arrive près de là. Et il n'y a pas 4 objets plus différents dans le système solaire. Quand on veut parler de la diversité, on barre ces 4 objets qui sont vraiment au même point du système solaire, au même point de l'univers, formés au même moment d'un même matériau. Il n'y en a pas 4 qui se ressemblent. Le plus proche, Io, c'est le volcanisme le plus intense du système solaire, avec même de volcans jusqu'à 400 km d'altitude, quelque chose de complètement dingue, pour des effets de marée, pour des effets gravitationnels. Ganymède, c'est la moitié glace et moitié caillasse. Callisto, c'est du mercure, c'est-à-dire une roche bourrée de cratères d'impact. Et Europe, en revanche, pas le moindre cratère, une surface de glace lisse, comme si elle venait d'être faite, incompréhensible comme ça dans les années 70. Et ce qui est ressorti de tout ça, et Saturne bien sûr avec des anneaux complètement fous, ce qui revient de tout ça, c'est que on ne s'attendait pas, au fur et à mesure on allait voir le système solaire, on a découvert une diversité on était très très loin même d'envisager, d'imaginer que ça pouvait être conçu. Personne n'avait imaginé la diversité du système solaire au point où on pouvait le voir en fait, l'observer. La science était très au-delà de la science-fiction. Et c'était d'autant plus incroyable qu'au même moment, et avec les mêmes instruments, et avec les mêmes résultats quasiment, on montrait, et ça aussi ça paraît étonnant parce que l'ensemble, ça paraît étonnant qu'on en était encore là, que l'ensemble des objets du système solaire a une même origine. Il faut voir que jusqu'aux années 60, si vous prenez les bouquins, encore une fois, vous verrez que les planètes n'ont pas le même âge. Il y avait encore des gens qui étaient les tenants de ce qu'on appelait la théorie catastrophique, qui pensaient que les planètes s'étaient formées séparément par des interactions entre le Soleil et des étoiles extérieures, qu'il y a des filaments qui sont éjectés, puis recondensés, etc. Initié par Buffon il y a 2 siècles. Dès qu'on a pu faire des mesures précises, de datation en particulier, etc. On a abandonné ça et aujourd'hui, plus personne ne parle de ces modèles-là. Donc tout le monde, le modèle de Kant et de Laplace de nébuleuse a été la force et on le voit bien avec les exoplanètes. C'est-à-dire que dès qu'une planète se forme, il y a un disque de matière autour et dans ce disque, ça crée des planètes. Donc le processus est un peu complexe, il y a toutes les affaires de migration dont on n'a pas le temps de parler, mais à l'évidence, en même temps qu'on voyait la diversité, on voyait ce point qui paradoxalement, et on va voir qu'il n'est pas forcément s'y oppose, est que tout part d'un même point. Or, on sait bien que s'il y a une même origine, on devrait avoir un même développement. Qu'est-ce qui fait, quels sont les moteurs d'évolution qui, à partir d'un même matériau d'origine, une même nébuleuse, au même moment, donc grande unité cornélienne des choses, on se retrouve dans un état de diversité aussi grand. Avec bien sûr, tout d'un coup, un regard sur la Terre 20 ans plus tard, qui n'a plus rien à voir avec un. Maintenant, ce qui frappe quand on observe la Terre, et ce qui frappe tout le monde maintenant qu'on observe, c'est pas qu'elle ressemble aux autres, c'est qu'il n'y a pas 2 choses qui sont égales dans la Terre et dans le reste. La Terre est absolument très unique dans toutes ses propriétés. Il y en a 2 que je cite ici et je reviendrai éventuellement dessus. Le fait qu'elle soit entourée d'un océan pérenne depuis plus de 4 milliards d'années, on va voir ça. Et on commence à comprendre qu'avoir de l'eau liquide stable dans l'univers, c'est extrêmement compliqué. Il n'y a pas d'autre objet connu actuellement où il y a de l'eau stable à l'état liquide en surface. Il y a de bonnes raisons pour cela et on va revenir là-dessus. Donc c'est très difficile de maintenir de l'eau stable à l'état liquide. La Terre l'a fait, si je puis dire, et d'une manière continue depuis sa formation, pratiquement depuis sa formation. Et la deuxième chose, c'est sa couverture en nuages. J'en dis juste un mot parce que quand on voit ce qui est blanc sur cette image, bien sûr, ce sont des nuages. Et s'ils sont des nuages, c'est parce qu'on sait bien qu'un nuage, il renvoie dans l'espace une grande partie, jusqu'à 50% de l'énergie qu'il reçoit du Soleil. Ce qui veut dire que s'il y avait 10% de nuages en plus, ça ferait 5% d'énergie en moins en dessous. Ça ferait un énorme changement climatique. La stabilité du climat sur Terre, mais pas à l'échelle de la journée, mais à l'échelle de millions, voire de milliards d'années, montre que la couverture en nuages est pour l'essentiel stationnaire.
Et ça, c'est un processus incroyablement important et incroyablement complexe. Parce que quand on regarde les autres objets planétaires, Vénus, c'est 100% de nuages. On ne peut même pas voir à travers. On ne sait pas, en voyant Vénus, ce qu'est la surface. Et si vous étiez à la surface de Vénus, heureusement, vous n'y êtes pas, vous ne sauriez même pas que le Soleil existe, tellement il est dense. Tous les autres objets, c'est quasiment 0% de nuages. Un peu de nuages sur Mars, on va voir, mais presque rien. La Terre, c'est quasiment du 50-50. C'est tout à fait unique et c'est totalement fondamental parce que c'est cette couverture stationnaire en nuages qui a régulé pour l'essentiel le climat jusqu'à aujourd'hui. On sait en particulier que dans le siècle qui vient, l'augmentation de la température à cause de l'effet anthropique d'augmentation du CO2 ne pourra éventuellement être ralentie, pas compensée, que si une partie de la vapeur d'eau qui, par l'évaporation, va se retrouver dans l'atmosphère, va condenser en nuages. Mais on ne connaît pas encore le processus même par lequel les nuages se forment. C'est un des grands problèmes d'astrophysique actuelle sur lequel beaucoup de gens travaillent parce qu'on sait que en fonction de ce qu'est ce processus et du temps qu'il faut pour qu'il se mette en place, il y aura ou il n'y aura pas une possibilité de régulation de notre propre environnement. Donc tout ça pour dire que les choses ont énormément changé et de monde banal, on est arrivé à cette idée d'un monde singulier. Et je reviendrai plusieurs fois sur cette notion-là parce qu'en particulier sur ces affaires d'exoplanètes, il faut faire attention à ne pas se tromper dans ce que l'on va chercher ailleurs. Et donc, comment expliquer que la Terre soit devenue si spécifique? Où chercher ces choses-là? Pareil pour l'ensemble des mondes planétaires. Quel est le moteur de l'évolution? Ce n'est pas de ça dont je vais parler beaucoup ici, mais un petit peu quand même. Une grande partie de la communauté astrophysique aujourd'hui essaie de travailler là-dessus. Quelles sont, dans les conditions d'origine, ce qui a donné des parcours tellement différents qui font qu'aujourd'hui on se retrouve dans cette notion de diversité, et quelles sont dans les forces qui travaillent, puisque à la fois les forces et les conditions d'origine sont importantes, le moyen de remonter à ce qui est donc le responsable de cette évolution très différenciée des objets. Ce que je mets ici, c'est que, bien sûr, comme toute démarche scientifique, c'est important, il y a une curiosité derrière, c'est pour ça qu'on le fait. Mais ce n'est pas qu'une affaire de curiosité. Ce que je mentionnais juste d'une manière un peu légère il y a 2 minutes, c'est qu'il y a une urgence à essayer de comprendre les processus qui font la spécificité de la Terre, parce que la rapidité avec laquelle notre propre environnement actuellement est en train d'évoluer, en particulier sous l'effet de notre propre activité, fait que ce n'est pas des millénaires et des siècles qu'on a devant nous, c'est vraiment un petit nombre d'années, pour ne pas dire des décennies. Donc il faut faire vite pour comprendre ces processus-là. Et c'est pour ça que beaucoup de gens actuellement font ce qu'on appelle de la planétologie comparée, pour essayer de comprendre comment ailleurs, des mêmes processus ont donné des effets différents. Qu'est-ce qui fait que les mêmes processus de la physique vont donner des formes différentes? Le volcanisme, la tectonique, les écoulements, etc. Et il se trouve que Mars joue dans cette démarche-là un rôle très particulier. C'est pour ça qu'on va parler de ça. Vous allez voir que Mars est très importante, à la fois par sa taille et par sa place. Et je vais le dire simplement d'un mot. La taille est très importante parce que, on va le revoir, ce qui fait l'évolution d'une planète, c'est essentiellement ses ressources d'énergie internes. Et ces ressources d'énergie internes, comme j'ai dit, ce n'est pas la distance au Soleil, c'est ce qu'elle a en propre pour évoluer. Ce qui fait que la Terre évolue aujourd'hui, qu'il y a des tremblements de terre, du volcanisme et qu'on est là pour en parler, ce n'est pas la distance au Soleil, c'est qu'il y a de la tectonique, c'est qu'il y a de l'énergie interne dont on sait que c'est de la radioactivité, de l'uranium-238 et du thorium-232 essentiellement, qui entretiennent une machine planétaire. Pour ça, il faut un volume suffisant. La Lune ne l'a pas, Mars l'a, et c'est pour ça que Mars a connu une activité très intéressante. Mais en même temps, parce que Mars est 10 fois plus grand que la Lune, mais Mars est 10 fois plus petit que la Terre, et donc son activité n'a pas été suffisante pour remettre toute la mémoire à zéro. Et c'est très difficile en observant la Terre de savoir ce qu'était la Terre dans le passé, en particulier pour ce qui est de l'émergence de la vie, quels étaient les processus à l'œuvre. On va voir que Mars a conservé la mémoire de toutes les étapes qui ont jalonné son histoire, et que si on y arrive, on pourra éventuellement remonter à retracer cette histoire, peut-être même à avoir accès à cette phase tout à fait critique où la vie aurait pu démarrer. Donc c'est ça qui fait que Mars est tellement important que beaucoup de gens, j'en fais partie, ont évolué dans leur carrière pour s'intéresser de plus en plus à Mars dans la mesure où on avait possibilité d'y aller sur place. Et bien sûr, la question qui se pose, c'est est-ce que Mars et la Terre ont eu des passés semblables? Est-ce qu'elles ont eu puisqu'aujourd'hui elles sont différentes, à quel moment ça a divergé? Et c'est ça la grande question, c'est que si elles ont été semblables, cette divergence des chemins d'évolution, à quoi on le doit? Et est-ce que cette divergence a eu lieu avant ou après, si je peux dire, que la vie ait démarré sur Mars? Est-ce qu'il y a eu un démarrage de la vie sur Mars et qu'après, c'est divergé, auquel cas on pourrait expliquer, je vous en dirai quelques mots dans quelques minutes, pourquoi les destins ont divergé et pourquoi, si la vie a démarré, elle n'a pas pu se perdurer sur Mars, mais peut-être bien qu'elle n'a pas pu non plus démarrer sur Mars et qu'en fait, l'unicité de la Terre, en tout cas dans notre système, va bien au-delà de simplement ses propriétés macroscopiques, mais que l'émergence de la vie en fait partie. Donc, beaucoup de gens se sont dit, voilà, aujourd'hui c'est Mars, est-ce que dans le passé, ça ne serait pas comme ça? Et les gens qui sont un peu dans l'astro et dans pas mal de livres qui traînent là-bas, vous verrez, il y a cette image que la NASA a sortie il y a pas mal d'années, qui serait donc un Mars ancien recouvert d'un océan. Je vous dirai pourquoi cette image est fondamentalement fausse, mais
il faudra quelques minutes pour attendre ça. Et la question est donc de savoir pourquoi et si Mars, dans le passé, était une planète bleue, c'est-à-dire qu'elle était semblable à la Terre avec éventuellement des continents et des océans qui pourraient être responsables de l'émergence de la vie. Quand je vous dis que cette image est fausse, ce n'est pas dans l'idée qu'il y a eu un océan, parce que vous allez voir que je pense qu'il a pu y avoir un océan, mais pas du tout à l'endroit qui est indiqué ici. Et ça a été le problème majeur, comme vous allez voir. Mars était à l'abrité des océans. Voilà donc cette image. Et si cette image a été, hélas, fausse, et je vais essayer de vous expliquer donc, dans les minutes qui viennent pourquoi, c'est que toutes les sondes ont été voir dans les endroits qui sont bleus sur cette carte-là, parce que le sentiment était tellement profond qu'il a dû y avoir un océan, et que forcément au fond des océans, il y a eu aussi des espèces qui ont évolué, que les gens se sont dit, on va les se poser là, on va être au fond d'un océan, et on va en trouver les reliques. Viking 1, Viking 2, Pathfinder, Spirit, c'est le même genre de choses. Partout, on va sur le bleu de cette carte, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen que se guider pour savoir où aller se poser. Et vous allez voir que les choses ont pas mal changé. Et donc la question, c'est comment en explorant Mars, on peut savoir son histoire. Et jusqu'à très récemment, je ne demande pas de lire tout ça, je vais vous le dire, on travaillait essentiellement sur les images, inaugurées, comme je l'ai dit, avec les affaires lunaires, et avec la topographie. Alors la topographie, c'est quelque chose qu'on peut faire en envoyant un radar en orbite. On mesure le temps de... Si vous savez où est le satellite, il envoie un signal, il fait l'aller-retour, on mesure le temps de l'aller-retour et vous savez où il a ricoché, donc vous avez accès à l'altimétrie. Donc il y a des cartes altimétriques et ça, c'est 2 globes qui ont été faits depuis une petite dizaine d'années par la NASA, remarquables, où le code de couleur, un peu biaisé évidemment, mais en bleu ce qu'il y a au fond, vous voyez pourquoi, et puis rouge et blanc ce qu'il y a de plus élevé. Mais ça vous dit tout de suite des choses, ça vous dit qu'à la surface de Mars, on voit des structures qui apparaissent, il y a plein de choses qui apparaissent à la surface, qui sont les vestiges en fait de toute son histoire. Et c'est ça qu'on va parcourir un petit peu, en particulier des terrains cratérisés. Si je fais un agrandissement de cette zone, si je ne mets pas de légende ici, je prétends que personne ici saura d'où ça vient, parce qu'il n'y a aucun moyen de savoir si ça c'est une image de Mars, de la Lune, de Mercure, de Callisto. Je m'arrête un instant pour dire que la phase de l'évolution du système solaire qui a conduit certains objets à être cratérisés jusqu'à aujourd'hui est tout à fait fondamentale. Un grand nombre des propriétés qui font que nous sommes là aujourd'hui procèdent de cette étape-là. Si certains objets ont des cratères et d'autres n'en ont pas, comme la Terre, c'est pas que la Terre a évité ça. La Terre a été comme ça aussi. Si on avait fait une image de la Terre il y a 4 milliards d'années, la Terre était aussi comme cela. Ce qui a changé, ce n'est pas ce qui s'est passé à l'époque, c'est ce qui s'est passé depuis. C'est que la Terre en a effacé la mémoire. Et vous allez voir que le fait que sur Mars, il y a à peu près la moitié de la surface, 50% qui a gardé ça, est tout à fait remarquable parce que ça veut dire qu'on a des terrains qui sont contemporains du moment où vraisemblablement la vie a démarré sur Terre. Et c'est là qu'il faut aller chercher des répliques éventuelles ou des reliques éventuelles de l'apparition du vivant. Donc, cette phase de bombardement primordial, dont je n'ai pas trop le temps d'en parler là maintenant, je vous en parlerai peut-être un petit peu après, vous allez voir que c'est tout à fait fondamental parce que l'histoire de l'eau sur Terre, l'histoire de la migration planétaire, tout ce qui se passe avec les exoplanètes, tout est là-dedans quelque part. Donc, j'en parlerai éventuellement un petit peu plus longuement après. Il y a d'autres choses qui sont à l'évidence. Il y a ce qu'on appelle le grand dôme de Tharsis, qui est un énorme dôme volcanique sur lequel il y a quelques volcans, les 4 points grands blancs que vous voyez ici, des volcans géants. Je parlerai un petit peu, mais pas trop. Il y a une énorme faille que les Américains appellent un canyon. Canyon, c'est un peu embêtant parce que c'est-à-dire gorge en français. Quand on dit des gorges, c'est-à-dire que de l'eau a creusé quelque chose. En fait, c'est pas de l'eau qui a creusé ça. C'est toujours pareil, il faut faire attention à la sémantique parce que ça peut guider mal. Et le canyon de Vallée Marineris ne dit pas que de l'eau a coulé. S'il y a eu de l'eau, il a emprunté ce canyon, mais en fait, cette énorme cicatrice procède du fait que Tharsis, dont je vous ai montré ce truc-là, c'est un énorme dôme volcanique qui s'est fait très tôt dans l'histoire, vous allez voir, enfin tôt, il y a à peu près 4 milliards d'années, 600 millions d'années après la formation de la planète. Et c'était une telle masse qu'il a fait craquer la surface. Et il y a eu cette grande faille, et Vallée Marineris, c'est un réseau de failles qui s'est fait par là. Mais en même temps, bien sûr, il y a eu des images qui ont été prises. Et quand vous voyez une image comme ça, en particulier d'écoulement, ou encore ça, encore plus fort, quand vous voyez quelque chose comme ça, vous avez du mal à penser qu'il n'y a pas de l'eau qui a coulé. Si on oubliait les quelques cratères ici, ben vous dites c'est vraiment un fleuve terrestre, cette affaire-là. Ce qui est remarquable, c'est que, ça ne dit pas que c'est de l'eau qui a coulé. C'est bien après qu'on a montré que c'était de l'eau. Cette image date de plus de 30 ans. Mais les gens ont été convaincus avec cette affaire-là que de l'eau a coulé. Et pourtant, quand on regarde bien, il y a une chose très étonnante, c'est qu'il y a effectivement, et c'est effectivement de l'eau qui a coulé, il y a des écoulements, mais sur Terre, c'est trivial de dire que quand il y a un fleuve, ça se jette quelque part. C'est tellement trivial qu'on ne le dit pas, mais pourtant, tout fleuve va quelque part. Il va nourrir un océan. Parce que sur Terre, comme on est au-dessus de la stabilité de l'eau, en permanence, il y a évaporation, pluie, et bien sûr, alimentation par des fleuves d'océans. Sur Mars, on ne sait pas s'il y avait un océan. On ne voit aucun océan. On ne voit aucune trace de ce vers quoi ces océans auraient pu donner accès. Aucune étendue pérenne. On ne voit pas la source.
sur Terre, il y a des sources. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas où ça va. Ce qui est un petit problème, et bien sûr, avant la fin, vous connaîtrez le résultat de cette énigme-là. Viking a fait de superbes images, évidemment, et pas seulement des images. Voilà l'été, voilà l'hiver. Et quand vous voyez ça, vous dites, il y a sûrement de l'eau puisqu'il y a de la neige. Alors effectivement, on ne savait pas à l'époque que c'était de la neige. On a mesuré depuis, c'est bien de l'eau, c'est bien de la glace d'eau, du givre d'eau, de la neige d'eau qui est là. Il y en a extrêmement peu, quelques microns, on ne peut pas les skier, mais ça veut bien dire qu'il y a de l'eau. Mais l'idée que je veux simplement dire derrière, c'est qu'il y a tellement peu d'eau qu'elle n'est pas stable à l'état liquide. L'eau, comme tout constituant, et c'est ça qui fait l'importance de tout ce dont on va discuter là, l'eau peut bien sûr être à l'état gazeux, liquide et solide, potentiellement. Mais pour être à l'état liquide, il faut à la fois que la température le permette, on sait bien, il faut être au-dessus de 0 degré Celsius, mais il faut aussi qu'il y en ait suffisamment. Si la pression est trop faible, à froid, vous avez de la glace, et quand vous passez à 0 degré, vous passez directement à la phase vapeur. Et à l'inverse, quand de vapeur, vous passez en dessous de 0 degré, c'est ce qui se passe ici, vous condensez votre vapeur, mais vous ne passez pas par l'état liquide. Pour qu'il y ait du liquide, il faut à la fois que la pression et la température soient suffisantes. Et on va voir que sur Mars, ce n'est pas la température qui pose problème, c'est la pression. Et pour le dire tout de suite, même si je vais vous le démontrer dans quelques moments, ce dont on est convaincu, c'est que Mars a perdu son atmosphère très tôt dans son histoire. Et parce qu'elle a perdu son atmosphère, elle a perdu ses gaz à effet de serre, elle a perdu à la fois la possibilité que l'eau soit dans un environnement suffisamment chaud, mais surtout suffisamment dense pour être stable à l'état liquide. Donc il y a bien de l'eau, il n'y en a pas beaucoup, il y en a un peu, il y a bien de l'eau, il y en aurait suffisamment si c'était à l'état liquide pour entretenir des végétaux et des animaux, mais le problème, c'est qu'il n'est jamais à l'état liquide depuis plus de 3,5 milliards d'années, on va voir, parce que l'atmosphère a disparu. En tout cas, ce qu'a montré Viking, c'est que c'est ce qui se passe maintenant. Et donc, pourquoi est-ce que les choses ont changé dernièrement? Je vais simplement vous le dire d'un mot. Ce qui a changé depuis la petite dizaine d'années qu'on vit maintenant, c'est qu'en plus des images, on a possibilité de mesurer des compositions à distance. C'est des instruments qu'on a fabriqués. Le premier, d'ailleurs, il s'appelle Omega, c'est sur la sonde Mars Express de l'Agence spatiale européenne, qui est en orbite depuis 7 ans maintenant. Et les Américains avec la sonde MRO font la même chose avec CRISS, mais on est binômés, bien sûr. Pour la première fois, on fait ce qu'on appelle des images spectrales, c'est-à-dire sur chaque pixel d'image, sur chaque élément d'image, on a en plus toutes les couleurs et jusqu'à l'infrarouge, donc on a la composition. Vous allez voir, c'est tout à fait fondamental parce que quand vous voyez une glace, c'est blanc, mais si vous voyez une glace, vous ne savez pas si c'est une glace d'eau, une glace de carbonique, une glace de méthane, une glace d'ammoniac, vous n'en savez rien. Ce qui est important, ce n'est pas de savoir qu'on a une glace, c'est de savoir de quoi elle est faite. Dans l'infrarouge, vous pouvez faire la distinction. Donc si vous regardez une glace et vous savez dans l'infrarouge voir des structures d'absorption différentes, alors on peut savoir de quoi elle est faite. Et c'est ça qu'on a fait. On a pu faire l'inventaire de toutes les glaces, de tous les givres au cours du temps pour savoir le cycle de l'eau et du gaz carbonique parce qu'on les voit. Les minéraux, c'est pareil. La plupart des caillasses, c'est gris, c'est grisonnant. C'est très difficile d'avoir des couleurs. Et si vous le mettez éventuellement sous un microscope, mais la plupart du temps, quand vous voyez une roche, vous ne savez pas ce que c'est. Dès que vous êtes dans l'infrarouge, vous pouvez faire la distinction. Vous voyez la différence entre un pyroxène, un feldspath, une olivine. Vous pouvez savoir s'il y a un carbonate, etc. Vous allez voir, c'est tout à fait fondamental parce qu'un minéral, il dit quelque chose. Il dit quelque chose de fort. Pour former un carbonate, je vais revenir là-dessus, il faut des conditions d'environnement possibles. Si vous avez un carbonate quelque part, ça vous raconte une histoire. Avoir accès à la composition vous raconte une histoire. Pareil pour l'atmosphère. L'atmosphère est transparente pour l'essentiel. Dès que vous êtes en infrarouge, vous voyez de quoi elle est faite. Et bien sûr, de savoir de quoi est faite l'atmosphère est tout à fait fondamental. Donc, ce que je mets ici, à partir du moment où vous mettez en évidence de quoi sont faits la surface et l'atmosphère, alors à partir de ça, mis dans leur contexte, vous pouvez reconstituer l'histoire qui a permis au cours du temps de constituer et cette surface et son atmosphère. Et je vais vous donner quelques exemples et vous allez voir que c'est comme ça qu'on a reconstitué une histoire de Mars qui change vraiment pas mal la chose. Donc, bombardement ancien, par exemple. Je vous ai montré cette image tout à l'heure. Ça vous dit qu'il y a encore la trace du bombardement. Mais ça ne vous dit pas que la composition n'a pas changé dans le temps. Vous ne connaissez pas la composition quand vous voyez l'image. Donc, la première chose qu'on a voulu faire, c'est de se dire, voilà, là, c'est une mise à plat de ce globe, là, sur une carte. On a essayé, c'est ce que vous voyez là et que j'agrandis ici, on a fait la carte d'un constituant particulier, un minéral particulier qu'on appelle un pyroxène qui est dans une roche magmatique. Je ne vous demande pas de savoir ce que c'est, mais quand vous avez de la roche volcanique qui ressort, il y a des pyroxènes qui apparaissent. Toutes les couleurs ici, c'est des concentrations différentes de ce minéral-là. Et vous voyez que toutes les couleurs apparaissent sur ce qu'était la croûte cratérisée tout à l'heure. En d'autres termes, il y a une corrélation de 1 pour 1 entre la croûte telle qu'elle est, telle que vous l'avez, avec tous ces cratères, et le fait qu'elle est riche de tous les matériaux magmatique dont elle a été formée. En d'autres termes, la croûte a préservé jusqu'à aujourd'hui, alors que c'est le plus ancien des matériaux, sa composition d'origine. Elle n'a pas été altérée. On a aujourd'hui, en allant sur ces terrains-là, possibilité de savoir de quoi était faite la croûte martienne au tout début, jusqu'à 4,5 milliards d'années, ce qui est bien sûr tout à fait unique. Mais bien sûr, il y a des zones sombres là-dessus, ce qui est mes flèches rouges du haut.
Or, ces flèches sombres, elles sont sur des terrains dont on peut montrer aussi que ce sont des épanchements volcaniques. Comment ça se fait que là-haut, alors qu'ils sont d'origine volcanique, il n'y a pas d'épanchement volcanique mesurable et qu'on ne voit pas la composition? Il se trouve que ces terrains, quand on le regarde de près, ils n'ont pas de cratères d'impact. Ça veut dire que les épanchements ont recouvert les cratères d'impact. Donc ce sont des terrains plus jeunes et on va voir quand le bombardement s'est fait. Ça a été altéré, il y a eu une altération. Et bien sûr, on a voulu savoir de quoi était faite l'altération. Et là, j'ai comparé cette carte de ce matériau à une image dans l'optique. Et vous voyez que ce qui est noir là-haut est rouge en fait en bas. Ce qui veut dire que, effectivement, l'altération dont on parle, c'est bien l'altération qui a rendu Mars rouge. Et donc, la question était bien celle-ci. Cette altération, elle a rendu Mars rouge. Est-ce que c'est bien de la rouille? Et donc, puisqu'on a la possibilité de regarder la composition à distance, la carte que vous avez là-haut maintenant, c'est la carte d'un composant bien particulier, qu'est-ce qu'on appelle un oxyde ferrique. Vous savez, pour passer du ferreux au ferrique, c'est ça la rouille. La rouille, c'est l'oxydation du ferreux en ferrique. On a fait la carte de tous les minéraux ferriques à la surface. Et les couleurs que vous voyez, partout il y a des couleurs, plus c'est rouge et blanc, plus il y en a. Et bien sûr, il y a une corrélation entre ce qui est ferrique et ce qui est rouge. Donc on a effectivement démontré, ce qui paraissait simple, que si c'est rouillé, c'est bien de la rouille, par la transformation de ferreux en ferrique. Et quand vous comparez où il y a des composés ferriques et où il y a les pyroxènes volcaniques, vous voyez bien qu'il y a on voit bien la corrélation, ce qui est noir en bas est bien altéré de ferreux en ferrique. Et donc, la même chose ici. La question ensuite qu'on s'est posée, c'est la seconde que je posais tout à l'heure. Est-ce que c'est bien vrai que s'il y a de la rouille, c'est qu'il y a eu de l'eau? Et ça, c'est quelque chose qu'on a été capable de faire parce que, et je ne vais pas être trop long là-dessus, mais les instruments que l'on a, en particulier en travaillant dans l'infrarouge, ils ont une capacité, c'est que s'il y a de l'eau, sous quelque forme que ce soit, et même pas seulement H2O, même le radical OH, ça peut être sous forme vapeur, sous forme de glace, sous forme de molécules absorbées dans un minéral, dans un interstitiel, dans la structure, peu importe, on ne peut pas le louper. L'infrarouge, pour ça, est terrible. Vous ne pouvez pas vous cacher de l'infrarouge si vous avez de l'eau quelque part. On le voit tout de suite. Et donc, on a fait la carte de l'ensemble des endroits, à part les pôles où il y a de la glace d'eau, où il y a des minéraux hydratés. Et c'est tous les petits points que vous voyez là. Et en fait, on a maintenant des centaines d'endroits à la surface de Mars où on a vu qu'il y a effectivement des minéraux hydratés. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit que les endroits où il n'y en a pas, et vous voyez que toute la zone noire là-haut, qui était justement les zones riches d'oxyde ferrique, ils ne sont pas du tout hydratés. Or, quand vous fabriquez une rouille à partir de l'eau, les oxydes que vous formez, ils sont bien particuliers, ce que les géologues appellent, les minéralistes appellent de la goethite. Enfin, il y a toute une série d'oxydes ferriques hydratés qui ont OH dedans et que l'on voit immédiatement. S'il y avait une oxydation par de l'eau liquide, ça se verrait. Le fait qu'on ne le voit pas ici montre que ce n'est pas l'eau qui a hydraté cela. Ce sont des oxydes ferriques anhydres. Ce n'est pas l'eau qui a rendu Mars rouge. Alors bien sûr, pourquoi est-ce que Mars est rouge? On a montré pourquoi. C'est simplement qu'il y a une interaction avec l'atmosphère qui est extrêmement ténue, mais il y a un tout petit peu de vapeur d'eau, celle qui se condense, vous avez vu, en quelques microns. Elle est très oxydée parce qu'il n'y a rien qui protège l'atmosphère. Donc une partie de cette vapeur d'eau, c'est du H2O2, c'est-à-dire de la vapeur d'eau oxygénée. Et elle arrive à attaquer le sol. Mais elle attaque le sol tellement lentement qu'il lui faut des milliards d'années pour attaquer un millième de millimètre ou quelques millièmes de millimètre, quelques microns ou quelques dizaines de microns. Quand vous voyez une image comme ça, si vous allez sur le site de la NASA, vous voyez les rovers qui se déplacent. Pourquoi vous voyez les traces du rover? C'est que dès que la roue retourne un petit peu, bêche un peu le sol, elle remet en surface un matériau qui n'était pas altéré. Et pour aller en dessous, il ne faut pas aller à moins d'un millimètre en dessous, vous êtes déjà dans un matériau qui n'a pas été affecté. C'est pour ça que vous voyez partout les structures des pas des gens, des roues, des rovers à la surface de Mars, simplement parce que en permanence, vous mettez en évidence que l'altération est extrêmement fine et en dessous, vous avez un matériau qui n'a jamais bougé. Alors pourquoi les terrains cratérisés sont, eux, non oxydés et qu'il n'y a pas cette couche d'altération en haut? Simplement parce qu'ils sont plus en altitude, la pression partielle d'H2O2 est trop faible et qu'il n'y a pas eu le temps de l'oxyder. Si on se retrouve dans 2 milliards d'années, vous verrez que dans 2 milliards d'années, Mars est devenu toute rouge et les plateaux du Sud aussi sont tout rouges. Donc ça, c'était le premier résultat, quelque part. Et donc, ça nous dit quelque chose, c'est que non seulement ce n'est pas l'eau qui a rendu Mars rouge, mais là où Mars est rouge, il n'y a jamais eu d'eau, parce que s'il y avait eu de l'eau, ça se verrait. Donc, s'il y a bien un endroit où il ne faut pas aller, c'est justement dans les endroits rouges de Mars. Et c'est pour ça que, pour l'instant, les engins de la NASA n'ont pas pu aller jusqu'où ils voulaient, c'est retrouver des roches sédimentaires, trouver des traces de vie. En revanche, donc, il y a des centaines d'endroits avec des régions hydratées. La première chose que je vais dire en 1 ou 2 minutes, c'est qu'on n'a pas trouvé de carbonate. Alors, pourquoi c'était important? On va dire... Heureusement, on avait prédit avant qu'on ne trouvait pas de carbonate. La raison est toute simple. Vous savez que sur Terre, mais je dis un mot sur le CO2 parce que c'est vraiment une chose que les gens connaissent, mais peut-être pas suffisamment. On a toutes les raisons de penser que l'atmosphère primitive de la Terre était très dense de gaz carbonique. Le CO2 était de loin le constituant dominant. Aujourd'hui, sur Vénus, il y a presque 100 bars
d'atmosphère et il y a 96% de CO2. C'est de loin le constituant dominant. On est convaincu que sur Terre, c'était la même chose. Pourquoi sur Terre, on n'a plus de gaz carbonique pour l'essentiel dans l'atmosphère? Parce que dès que l'eau est stable, le gaz carbonique se dissout très facilement dans l'eau, c'est une propriété de l'eau, qui en plus ionise les constituants. Donc le gaz carbonique, une fois dissous dans l'eau, donne des ions, HCO3-, CO3-, qui se récupèrent un cation, et ça se précipite sous forme d'un sel qu'on appelle des carbonates. Le calcaire est l'essentiel, parce que le carbonate et le calcium est le plus important, est l'essentiel de notre réserve de gaz carbonique. On a 300 mètres équivalents de calcaire sur Terre. Ce sont nos réserves de gaz carbonique initiales. C'est un processus qui a été bien sûr aidé par le vivant, à cause des coquilles. 99,99% du gaz carbonique est parti comme ça. C'est un processus d'une efficacité qu'on n'imagine pas. Il y a un 100 millième seulement du gaz carbonique qui est recyclé depuis les carbonates dans l'atmosphère. Ça en fait très peu, mais ce très peu est tout à fait fondamental puisque vous savez que c'est ce gaz carbonique-là qui a permis à la température, à la surface de la Terre, d'être non pas négative en degrés Celsius, mais positive. 30 degrés d'écart entre ce qu'il aurait été sans effet de serre avec ça. Or, qu'est-ce qui fait ça? C'est essentiellement la technique des plaques qui recycle une partie des calcaires. Mais quand vous baladez en Champagne ou dans les Alpilles, vous voyez ces grands champs de calcaire, c'est notre réserve de gaz carbonique. Et comme sur Mars, l'atmosphère est peu dense, les gens se sont dit, ben voilà, il s'est passé la même chose sur Mars. Donc, il suffit de trouver les calcaires. Si on trouve les calcaires sur Mars, non seulement ça vérifiera notre thèse, mais en plus, là où il y en a, c'est qu'il y avait la mer. Et de même que c'est dans les calcaires sur Terre qu'on trouve les plus beaux fossiles, évidemment, puisque c'est la Terre l'océan qui s'est sédimenté là, eh bien, on va trouver les choses là-bas. C'est pour ça qu'ils ont toujours été dans les champs bleus de la belle image de tout à l'heure, parce qu'ils étaient sûrs qu'on trouverait. On n'a jamais trouvé de carbonate sur Mars, de grands champs de carbonate. Et je n'aurai pas le temps d'aller jusqu'au bout. On a enfin compris pourquoi. L'essentiel du gaz carbonique n'est pas piégé sur Mars sous forme de carbonate, il a disparu de la planète. L'atmosphère de Mars a été soufflée, et ce qui nous dit ça, c'est que les carbonates se forment parce que le CO2 se dissout dans l'eau. Mais il y a toujours un petit peu d'azote avec les carbonates. Il y a à peu près 3% d'azote pour le CO2. Dans Vénus, c'est ce qu'on trouve. N2 sur CO2, c'est à peu près 3%. Sur la Terre, il reste presque un bar de CO2, de N2, pas de CO2. Pourquoi? Parce que l'azote ne se dissout pas dans l'eau, pratiquement pas. C'est très difficile de faire une caillasse avec de l'azote. Pour faire une caillasse, il faut passer par l'acide nitrique et les puits acides. Bon, c'est très compliqué. C'est pour ça que l'azote reste dans l'atmosphère. Donc on s'est dit, si sur Mars, l'essentiel du CO2 a disparu sous forme de carbonate, on devrait avoir de l'azote. Or, il n'y a pas d'azote dans l'atmosphère de Mars. Sur Mars, le rapport de l'azote N2 au gaz carbonique est le même que dans Vénus. Les deux ont disparu d'un facteur 10 000 probablement par rapport à la concentration initiale, dans exactement la même proportion. Ce n'est pas possible que le CO2 ait disparu d'une manière, le N2 d'une autre manière, avec deux processus différents, avec une telle efficacité, 99,99%, avec la même efficacité. Donc on a pensé que si N2 et CO2 ont disparu, c'est que tout a été soufflé. Et vous allez voir, c'est ça qui s'est passé. En revanche, on n'a pas trouvé de carbonate, alors qu'on était bien équipé pour ça, parce qu'on avait un appareil qui vraiment était le meilleur pour faire ça. On a trouvé 2 classes de minéraux hydratés, sur lesquels je vais être bref, pour l'un d'entre eux, en tout cas, je vais être très bref. Je n'ai pas le temps de parler des sulfates, mais le plus intéressant, le sulfate, c'est un sel. Les Américains en ont trouvé aussi pour la première fois avec opportunité. Ils ont été très heureux, c'est la première fois qu'ils trouvaient une roche sédimentaire qui, comme c'est un sel, ça se forme dans l'eau. Ils ont dit, ça y est, on démontre qu'il y a eu de l'eau sur Mars. En fait, c'est vrai qu'il y a de l'eau sur Mars, mais un sel comme un sulfate, ça ne nécessite pas que l'eau soit stagnante. Au contraire, si l'eau s'évapore très vite en même temps qu'elle arrive, vous déposez un sel. Donc trouver un sulfate ne dit pas qu'il y a eu des lacs et tout ce que l'on veut. Et du point de vue de l'origine de la vie, c'est pas très fort parce que ça ne nous signe pas un processus pérenne. En revanche, on a trouvé, nous, une classe qui maintenant les gens ont repéré ailleurs, ce qu'on appelle des phyllosilicates. C'est une classe de silicates, de minéraux particuliers, mais on peut dire des argiles parce que les argiles font partie de ça et c'est un nom commun qui dit bien les choses. Comment on fait une argile? Quand vous avez une argile dans un vieux coin de votre jardin, c'est toujours formé parce que de la lave basaltique a barboté dans de l'eau, si possible dans de l'eau chaude. Quand vous avez de l'eau, mais longtemps, ça ne se fait pas en 3 jours, il faut de longues périodes pendant lesquelles de la lave peut être en contact avec de l'eau pour se transformer. Longue période, pour former ça, ça veut dire que pour la première fois, on découvrait un minéral qui disait qu'on a eu une croûte en contact avec de l'eau sur de longues périodes de temps. Et ça, c'était très important parce qu'il se trouve que ces argiles, on les a trouvées dans toute la croûte ancienne et uniquement dans la croûte ancienne. En d'autres termes, les argiles, pour la première fois, par la minéralogie, signent effectivement un environnement très particulier, un environnement pendant lequel il y a eu de l'eau à la surface de Mars. Mais ce n'est pas dans les régions rouges actuelles, c'est précisément dans les hauts plateaux cratérisés. Je vais aller rapidement là-dessus pour dire voilà. On s'est retrouvé tout d'un coup avec cette réalité
on montre que la croûte est toujours de composition primitive, mais c'est quand même là-dedans qu'on trouve des sites pour lesquels tout se passe comme s'il y avait eu un océan qui a fabriqué des argiles. S'il y a eu un océan, pourquoi tout n'est pas recouvert d'argile? Pourquoi vous avez encore des roches volcaniques? Comment ça se fait? Et c'est là-dessus que je vais maintenant terminer rapidement pour vous expliquer comment on refait l'histoire de Mars et pourquoi c'est rigolo par rapport à l'affaire de la vie et de la Terre. Voilà donc un diagramme qui, de la gauche vers la droite, va de la naissance des planètes, il y a 4,6 milliards d'années jusqu'à aujourd'hui. Et la première période, ce n'est pas linéaire en temps, bien sûr, c'est ce qu'on appelle le bombardement massif, dont je vous ai déjà fait quelques allusions. Je vais revenir là-dessus parce que c'est une période très importante de l'évolution des planètes. Ici, en bas, il y a une courbe, c'est la seule que je montrerai, qui montre comment on pense qu'au cours du temps, le taux d'impact a évolué. Vous voyez que le taux d'impact, il n'a pas été constant. Et pendant tout ce bombardement, on n'est pas tous d'accord d'ailleurs là-dessus, mais ça n'a pas été un long bombardement qui a cassé au bout d'un moment. On pense qu'il a chuté relativement rapidement et qu'après, il y a eu 1 ou 2 épisodes comme ça, comme vous voyez ici, que je souligne ici de couleur rouge au début et bleu après. La période rouge ici, c'est des périodes qui durent quelques dizaines de millions d'années. Cette période-là, c'est ce qu'on appelle le bombardement primordial qui a fait l'accrétion des planètes. Les planètes sont formées par elles ont grossi comment? Parce que des petits grains se sont accrétés par choc. Vous avez plein de chocs des objets, c'est très turbulent le disque initial. Il y a tellement de chocs là-dedans que si les chocs ne sont pas trop violents, c'est-à-dire que si la vitesse relative n'est pas trop grande, on va dire jusqu'à quelques centaines de mètres par seconde, alors suffisamment d'énergie pour que ça ne fonde pas entièrement et ça fait croître. Si en revanche vous êtes très violent, bien sûr, vous cassez, vous faites un cratère d'impact et si c'est trop violent, tout disparaît et vous repassez en phase vapeur. Et donc c'est comme ça qu'il y a eu ce mouvement turbulent qui a fait la croissance des planètes. On commence à travailler d'ailleurs beaucoup là-dessus, je ne vais pas en parler beaucoup, mais il y a eu à la fin de cette croissance, non pas simplement 5-6 grosses planètes qui sont formées, mais beaucoup d'embryons, quelques dizaines d'embryons qui ont commencé à se choquer violemment. Et les chocs des embryons est ce qu'on appelle les impacts géants. Il y a eu quelques impacts géants et on sait maintenant qu'en particulier pour la Terre, il y a eu un impact tout à fait fondamental. La Terre a été soumise à l'impact d'un objet de la taille de Mars aujourd'hui, c'est-à-dire plus du 10e de sa propre masse. Il faut réaliser qu'un impact, s'il avait été frontal des 2 objets, les 2 auraient dû disparaître. S'il avait été trop rasant, il ne se serait rien passé, c'est-à-dire qu'il y aurait eu l'essentiel du matériau qui aurait été éjecté et qui aurait quitté l'attraction. Le choc a une géométrie et une caractéristique telle que de ce choc est né un grand disque de matière qui est resté prisonnière du champ de gravité terrestre. Et c'est dans ce disque de matière... d'abord, le choc a été tellement violent que la Terre entière a été mise en fusion. C'est devenu une boule de lave incandescente jusqu'au noyau, on pense. Tout est monté à plus de 10 000 degrés. Un disque de matière vaporisée s'est formé. Et dans ce disque, qui s'est refroidi progressivement, s'est réaccrété un objet de grande dimension qui s'appelle la Lune. Notre Lune procède de la réaccrétion après un impact géant. Et ça provient de toutes les analyses qu'on a fait des échantillons lunaires apportés par Apollo en particulier. Donc, ce scénario est assez sûr maintenant. C'est ce qui rend le mieux le compte de ce truc. Je n'ai pas le temps d'en parler beaucoup, mais c'est tout à fait fondamental parce qu'on va voir que l'existence de la Lune a été critique pour l'évolution du système Terre-Lune et en particulier ce qui s'est passé sur Terre. En particulier, on sait bien que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures autour d'un axe qui est incliné de 23 degrés par rapport au plan qu'on appelle de l'écliptique que fait la Terre dans sa rotation annuelle autour du Soleil. Cet angle de 23 degrés qu'on appelle l'obliquité, on sait qu'il tourne. Il tourne d'abord sur lui-même comme une toupie, ce qu'on appelle la précession, en maintenant l'angle de 23 degrés. On a une période comme ça de 26 000 ans, et vous savez que c'est ça qui est à l'origine, pour l'essentiel, des glaciations terrestres, du fait que de temps en temps on est plus loin et plus près du Soleil de quelques pourcents, et que c'est tantôt l'hémisphère nord, tantôt l'hémisphère sud qui est plus près ou plus loin, et que ça change bien sûr l'insolation. Donc, c'est à l'origine de variations de température importantes, quelques degrés, suffisantes pour faire les glaciations. Mais cet angle-là, pour l'essentiel, reste à 23 degrés. Il oscille un petit peu quand même, sur des périodes plus longues, de 1 à 2 degrés. C'est-à-dire qu'on peut passer de 21,5 à 24 degrés. Mais il reste voisin de 23 degrés. On imagine bien que s'il bougeait plus, si l'équateur passait dans le plan du Soleil, c'est sûr que ça ferait des changements climatiques importants. Ça se saurait. Pourquoi il ne bouge pas ? Et pourquoi ? Et on sait que c'était fondamental pour la stabilité des climats terrestres sur des longues périodes. C'est la Lune qui fait ça, pour des effets gravitationnels assez complexes. C'est l'école française, c'est Jacques Lascar qui a montré ça il y a une petite vingtaine d'années maintenant. Tous les mouvements planétaires, aussi bien le mouvement sur elle-même, le mouvement, etc., sont d'ordre chaotique. C'est-à-dire que c'est un mouvement complexe, un mouvement de gravité avec tellement d'objets. Une petite modification des conditions et des interactions à un moment donné peut changer considérablement les choses. L'obliquité en particulier peut arriver dans des mouvements d'oscillation chaotique qui fait que toutes les planètes à un moment donné peuvent passer dans des régimes comme ça. Ça change bien sûr le climat fondamentalement. Ça peut même éventuellement basculer de l'autre côté et ça s'appelle une planète rétrograde. C'est le cas de Vénus. Ça passe au-delà de 90 degrés. Donc ces choses-là existent. La seule possibilité pour avoir un climat stable, il faut avoir un objet à côté, une lune de masse suffisante
pour stabiliser gravitationnellement. Nous sommes le seul système comme ça. La Lune est bien sûr beaucoup plus faible en masse que la Terre, mais suffisante quand même pour avoir des effets gravitationnels majeurs, en particulier sur... Donc c'est vrai que la Lune a des effets sur nous, en particulier sur de long terme, donc pour stabiliser l'obliquité. Quand on réfléchit à ça, quand on voit un petit peu toute l'histoire de l'eau qui est arrivée par tous les impacts dans la première phase, qui a été éjectée dans le disque, qui est revenue alors que, parce que la Lune était proche, elle maintenait un magma en fusion, et donc l'essentiel de l'eau est rentré dans le magma. Et parce que notre magma a été très humidifié par là, la tectonique de plaques a pu vivre et naître. Toute l'histoire que l'on a actuellement, et la tectonique est tellement, terriblement importante, bien sûr, sur l'histoire après, en particulier sur le vivant, tout ça, on le doit à cette histoire collisionnelle initiale qui s'est terminée par cet impact géant. Donc, c'est vraiment des choses tout à fait fondamentales. Tout ça, entre autres, pour dire que si vous voulez recréer ça ailleurs, vous voyez que la Terre telle qu'on la connaît, c'est le résultat de tout ça, et aussi du fait qu'elle a été bombardée à un moment donné par une planète comme ci plutôt que comme ça, etc. Donc, il y a eu un impact géant là-dessus. Est-ce que toutes les planètes ont eu des impacts géants? Vraisemblablement. Et sur Mars aussi, je n'ai pas le temps d'en parler, il y a une grande dichotomie de relief qu'on voyait tout à l'heure. C'est probablement l'impact qui a érasé tout ça, mais qui a fait un disque dans lequel les objets qui sont réaccrétés sont plus petits en masse. Phobos et Deimos, qui sont deux petites lunes, vraisemblablement procèdent du même processus, mais sont de masse tellement faible qu'ils n'ont pas eu d'effet gravitationnel sur Mars. Mais ils sont la signature de cela. Et puis, il y a le bombardement tardif. Celui-là, il est très important parce qu'il est arrivé tard, par définition. Je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi il est arrivé. C'est le groupe d'Alessandro Morbidelli à Nice qui a fait des trucs remarquables là-dessus. On pourra en parler après si ça vous amuse, si vous avez un peu de temps, parce que les raisons de ce bombardement sont vraiment très drôles. Mais ça a été tout à fait fondamental pour l'ensemble de l'histoire du système solaire. C'est ce bombardement tardif qui a fait la surface de la Lune, la surface de Mercure, la surface de Mars, comme on l'a vu. Tout ce que l'on voit dans la cratérisation, pour l'essentiel, c'est de cette époque-là qu'elle date. On voit très peu la première phase, parce que cette seconde phase de bombardement a détruit tout le reste. Mais la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Et c'est maintenant là-dessus que je vais me concentrer. Parce qu'en fait, c'est là-dedans que sur Mars, l'eau était stable à l'état liquide. L'eau n'a été stable que pendant cette phase-là. Et on va voir qu'en fait, elle était aussi sur Terre, malgré ce que les gens pensaient, et que c'est cette stabilité de l'eau à ce moment-là qui a été tout à fait fondamentale. Une chose avant d'arriver là, il faut réaliser qu'à l'endroit où la Terre s'est formée dans le système solaire, on était tellement près du Soleil que la glace n'était pas stable. Il n'y avait pas de grain de glace. La glace n'était stable qu'à 3 ou 4 unités astronomiques, beaucoup plus loin. Mars, comme la Terre, se sont accrétés d'un matériau qui était essentiellement anhydre. Toute l'eau que l'on a, et celle-là, d'ailleurs, je vais prendre un petit coup. Là-dedans, 3 vers sur 4 viennent des astéroïdes et le 4e, ça vient des comètes. Tout ça, ça vient des objets qui, dans cette première phase en rouge, se sont accrétés, venaient de loin, tombaient vers le Soleil et ont rencontré la Terre. Comme ils sont formés loin, ils avaient de la glace, ils nous ont apporté notre glace. Mais bien sûr, c'était surtout de la glace, et par l'impact géant dont je vous ai parlé après, cette glace a été envoyée et redescendue sur Terre et a pu se retrouver stable à l'état liquide. Donc on avait probablement de l'eau stable sur Terre à ce moment-là, je vais revenir dessus. Mais sur Mars, on pense aussi... Oui, qu'il y a eu de l'eau qui, à bout d'un moment, a disparu. Pourquoi? Parce qu'on a vu ces argiles et que les argiles ont besoin de cela. Les argiles sont le meilleur traceur du fait qu'il y a eu de l'eau à la surface de Mars. Et pourquoi on sait que c'est là? Parce que c'est dans les terrains les plus cratérisés et qu'on n'en voit pas partout. Ce qui veut dire qu'à la fin du bombardement, je vais vous rappeler ça après, à la fin, dans la deuxième phase de bombardement, ce bombardement à la fin, il a détruit une grande partie de ces argiles en les recouvrant avec des matériaux d'en dessous qui étaient non altérés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez ce contraste entre le fait que vous avez des plateaux cratérisés qui sont essentiellement de composition volcanique et puis des petits îlots qui ont été par érosion mis à la surface, qui sont ces îlots qui datent de ce moment, d'avant la fin de la cratérisation, où l'eau était stable à l'état liquide sur Mars. Alors, on a fait quelques images ici qu'on ne voit pas bien parce qu'il y a un spot au-dessus, mais enfin... Voilà à quoi aurait pu ressembler Mars au cours du temps. Vous voyez d'abord, au début, phase d'accrétion, des cratères partout, parce qu'en même temps que vous accrétez, vous détruisez la surface par les impacts un peu trop violents. Et puis un impact géant à un moment donné qui enlève tout un grand truc et qui laisse un cratère qui fabrique en fait les grandes plaines du Nord actuelles, martiennes, qui procèdent de ce qu'on appelle la dichotomie martienne. Et puis une phase... qu'on va voir très importante, où probablement Mars était entièrement recouvert, peut-être pas d'un océan, mais en tout cas de lacs contigus, comme des lacs de montagne qui se touchent les uns les autres, partout à la surface de cette croûte. Et puis au bout d'un moment, et c'est là-dessus que je vais dire quelques mots dans quelques temps, ça s'est arrêté, ça a disparu. L'eau n'a plus été stable à l'état liquide sur Mars. Et on va voir pourquoi. Puis il y a eu le bombardement final qui a recratérisé tout ça et remis à la surface du matériau d'origine parce que l'altération avait affecté quand même, on pense, 100 ou 200 mètres. Il y avait 200 mètres d'argile sur Mars à un moment donné, accumulés par la surface. Mais après, le bombardement a pris des choses de bien plus profond et a recouvert tout ça. Cette étape-là,
celle-là, c'est sur celle sur laquelle maintenant je vais parler un petit peu parce que voilà, on a mis en évidence le fait qu'il a pu y avoir une phase sur Mars où il y a eu de l'eau liquide. C'est ça la phase où peut-être, donc là je les repasse en mieux, finalement je les ai mis en grand, vous voyez, la cratérisation, la dichotomie, Mars avec un océan pérenne, puis ça s'arrête et on voit apparaître à ce moment-là partout des argiles. Si on avait regardé à l'époque, ça ce ne sont que des argiles hydratées, et puis on bombarde à la fin, on fait des grands bassins d'impact, on recouvre tout et on ne voit plus rien. Donc il y a eu de l'eau stable à l'état liquide ici, et à ce moment-là, la croûte était probablement entièrement altérée, comme je vous ai dit, et voilà la chose. L'ère de stabilité de l'eau, probablement, s'est terminée ici, avant la fin du bombardement. Pourquoi est-ce qu'elle s'est arrêtée? Qu'est-ce qui fait que l'eau n'a pas été stable? Et bien sûr, par opposition, pourquoi elle est restée stable sur Terre? Et où est passée l'eau? Je vais surtout discuter de ça, parce que je n'ai pas le temps de discuter de tout, pourquoi elle s'est arrêtée. Et je pense que l'idée de base, c'est que si elle s'est arrêtée, c'est qu'à ce moment-là, l'atmosphère n'a plus permis, bien sûr, de la maintenir stable à l'état liquide, parce que, comme je vous l'ai dit, la température et surtout la pression n'étaient pas suffisantes. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un échappement atmosphérique dont je vous ai parlé tout à l'heure? Très vraisemblablement, c'est parce que cette planète a arrêté son champ magnétique. J'avais prévu d'en parler un peu, mais le temps coule, donc je ne vais pas vous en parler. Juste un mot pour vous dire, donc je passe tout ça. Mars, très tôt dans son histoire, avait un champ magnétique comme là aujourd'hui la Terre. Un champ magnétique, comme vous savez, il provient du fait que la couche extérieure du noyau est liquide et il y a des mouvements de turbulence qui sont entretenus et ça fait des boucles de courant et ça engendre un champ magnétique. À nouveau, on pourra en parler après si vous le souhaitez. Il se trouve que dans les conditions martiennes, on a pu démontrer qu'il y avait une dynamo très tôt. C'était comme un champ magnétique très efficace parce que ça a magnétisé des roches, mais que ça s'est arrêté. Et on peut le montrer parce que tous les processus qui sont passés après aurait dû, s'il y avait eu un champ, donner une empreinte dans des minéraux qui seraient devenus magnétiques et qui ne l'ont pas été. Le fait que les plaines du Nord ont été recouvertes par de la lave qui n'est pas magnétique, que le Tharsis, quand il s'est formé, ce grand dôme, et tous les épanchements volcaniques se sont faits à un moment donné où il n'y avait pas de dynamo, parce que sinon ça se verrait dans les roches qui ont recristallisé. Ça, c'est très important. La dynamo s'est arrêtée. On sait maintenant, je peux vous expliquer éventuellement, quelques hypothèses des raisons pour lesquelles la dynamo s'est arrêtée. Mais d'un mot simplement, elle s'est arrêtée sur Mars et pas sur la Terre parce que Mars n'avait pas la taille suffisante et les ressources radioactives suffisantes pour entretenir des mouvements convectifs dans le manteau. C'est la convection dans le manteau, comme on pourra le voir si vous voulez, qui est nécessaire pour entretenir la convection dans le noyau et entretenir la dynamo. C'est la taille de Mars et ses réserves radioactives, ses réserves énergétiques sous forme d'uranium et de thorium qui n'ont pas été suffisantes uniquement à cause du volume. C'est le rapport surface-volume qui fait ça. Mars est trop petite pour faire ça. La Terre a la bonne taille. Donc vous voyez pourquoi ça joue aussi. C'est que la taille compte à condition que les ressources aillent avec. Si vous trouvez dans une autre étoile une Terre de la même taille que Mars, mais qui s'est formée qui est plus vieille, donc qui s'est formée avant, à un temps où il y avait moins d'uranium et de thorium dans la galaxie, il n'y aura pas assez de réserves pour entretenir une dynamo. Et à ce moment-là, on peut montrer que le Soleil, qui était une étoile jeune, a la capacité, par le vent solaire et la capacité d'ionisation, de chasser par pulvérisation toute l'atmosphère. C'est ça qui s'est passé probablement ici. Donc il y a eu de l'eau liquide. L'habitabilité, pour autant qu'elle ait existé, on va voir, c'était à ce moment-là. Et c'est après qu'il y a eu les bassins et que Tharsis s'est formé. Et entre les deux, il y a eu un énorme changement climatique. Mars a eu un global change, si on peut dire, un changement climatique global, très tôt dans son histoire. Et c'est la dynamo qui a été responsable de ça. Et les argiles datent d'avant, et c'est ça qui est remarquable. Donc on est passé d'une atmosphère dense à une atmosphère ténue. D'un moment où l'eau liquide était stable avant, elle n'était plus stable après. Avant, c'était chaud, humide, après, c'était froid et sec, jusqu'à aujourd'hui. Avant, le pH il se trouve basique, c'est pour ça qu'on a certaines argiles. Après, il était acide, c'est pour ça qu'on a des sulfates. Et peut-être que c'était habitable, mais si ça l'était, c'était avant et pas après. Donc c'est là qu'il faut bien sûr aller chercher. Alors, un mot pour la comparaison avec la Terre avant de s'arrêter. Vous savez que sur Terre aussi, il y a plusieurs époques et on date en général la naissance de la vie de l'archéen, archéos voulant dire bien sûr le renouveau en grec. Et quand on regarde bien, la vie date de là et quand vous allez dans tous les bouquins, ils vous disent toujours c'est 3,8, 3,9 milliards d'années. En d'autres termes, l'AD1 qui est avant, il a duré jusqu'à cette époque-là. Je rappelle que Hadès est le dieu des enfers, donc ça c'était les enfers, et donc ça c'est le paradis. Donc si vous voulez savoir où enfer et paradis, on sait où les mettre dans l'histoire. Et les gens le mettent en fait toujours là. Et pourquoi ils le mettent là? Parce que le bombardement a toujours été considéré comme stérilisateur. C'est-à-dire que si vous bombardez, vous ne pouvez rien faire. Et donc tout démarre après. Mais c'est vraiment le syndrome du réverbère, parce qu'il se trouve que sur Terre, on ne peut pas regarder avant, donc on va chercher là. On dit c'est là que ça a démarré, évidemment, on va pas, mais ce n'est pas parce que vous l'avez perdu là, c'est parce qu'il y a de la lumière. Et c'est exactement ce qui se passe avec le coup de l'Archéen. En fait, on a toutes les raisons de penser que l'Archéen a pu démarrer avant, aussi bien sur Terre que sur Mars, si je puis dire. Est-ce que la Terre a pu être habitée plus tôt? Est-ce qu'elle était habitable avant? Sachant qu'on ne peut le voir que depuis 3,8 à cause du fait qu'avant, on n'a pas... Il y a une seule mesure
dont je n'ai pas le temps de vous parler ici, qui peut nous dire, le grand trait bleu en bas vous dit quand il y a eu des océans. Donc à partir du moment où il y a la vie sur Terre, à droite bien sûr, il y a des océans, mais il y a des petits cailloux particuliers, des petits minéraux qu'on appelle des zircons, oxyde de zirconium. C'est des roches détritiques, mais très stables, qu'on a trouvées depuis moins d'une dizaine d'années dans certains dépôts détritiques, en Australie surtout, et un peu au Canada. Il se trouve qu'il y a des petites inclusions d'uranium qui permettent de les dater. On s'est trouvé qu'il se trouve donc que ces petits cristaux, mais uniquement ces petits cristaux, datent pour certains d'entre eux de plus de 4 milliards d'années. Or, le bombardement, les derniers bombardements, là, que je vous montre ici, ils datent justement de 3,8, 3,9 milliards d'années. Donc ces zircons sont bien datés d'avant. Ils étaient dans une roche qui a disparu, parce que sur Terre, tout a été... Mais ils se trouvent été détruits. Mais ces petits cristaux-là sont tellement résistants, tellement réfractaires, qu'ils ont survécu, certains d'entre eux. Et on a pu montrer qu'il y a des zircons. Et mieux que ça, quand on analyse en fait le rapport isotopique oxygène 16-18, pour ceux que ça intéresse, on peut montrer que la roche-mère était vraisemblablement dans un océan en équilibre avec la croûte. C'est-à-dire qu'il y avait à un moment donné sur Terre, c'est la seule mesure qui le dit, donc vous voyez, c'est encore à confirmer, mais c'est la seule mesure qui permettrait de dire qu'il y avait sur Terre, avant la fin du bombardement, possibilité d'avoir une croûte encore chaude en équilibre avec un océan. Donc bien sûr, si c'est le cas, on avait peut-être tous les ingrédients qu'il fallait déjà avant, parce qu'il y avait la même pluie de micrométéorites qui nous apportait des composés organiques et macro-organiques, qui étaient probablement faits avant même que le système ne se forme et qui sont résidus dans les noyaux cométaires. Et on a pu montrer que si c'était le cas, alors ce que je fais en montrant qu'il y a eu continuité, alors l'océan a pu rester stable pendant le bombardement, parce que le bombardement final n'a pas pu évaporer plus que 15 à 20% des océans. Donc si les océans ont démarré avant, peut-être que c'était là. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui est rigolo, c'est que peut-être que la vie a démarré plus tôt, c'est de plus en plus probable, mais bien sûr, on ne sait pas comment. Et on n'est pas prêt de le savoir parce que toute information a été perdue. Sauf que Mars a peut-être précisément la réponse. Pourquoi ? Parce que les zircons terrestres, ils ont un équivalent qui sont justement nos argiles. Les argiles qu'on a trouvées sur Mars, c'est exactement l'équivalent des zircons en mieux. Parce que dans le cas des zircons, on a perdu le contexte. La roche a disparu, on ne sait plus où elle était. C'est des grands tas de détritus qui se trouvent par-ci, par-là. Les argiles sont toujours en place dans les plateaux cratérisés anciens. Et on a trouvé des strates qui permettent vraiment de suivre l'évolution de la planète. Et c'est le seul endroit dans le système solaire où on peut retracer toute l'histoire de cette période, depuis la formation planétaire jusqu'au bombardement final. Et donc la question de savoir si la vie est apparue sur Mars est la même quelque part, de savoir comment la vie est apparue sur Terre, c'est là-haut qu'on va peut-être le savoir, à condition bien sûr d'aller explorer cet endroit-là. Il se trouve qu'aujourd'hui, toutes les sondes, et je vous ai dit un petit peu pourquoi, qui sont posées à la surface de Mars, ont toujours exploré des zones relativement récentes. La plus vieille étant Opportunity, mais ils ont vu des sulfates qui sont formés dans des dépôts après le bombardement final, après que Tarsis était mis en place, puisqu'il y a du soufre, etc. Donc, jamais on a été voir ce qui s'est passé avant. Donc, on n'a jamais été en capacité de regarder ça. Il se trouve que maintenant, on sait qu'il y a des sites et on les a identifiés, on les a caractérisés, on sait où aller pour avoir accès à ça. Et c'est ça qui a pas mal changé la face du monde quelque part en planétologie, c'est que maintenant, on a pour la première fois dans le système solaire trouvé accessibles des endroits qui ont préservé d'une manière unique cette histoire phénoménale et très importante qui a caractérisé l'évolution du système solaire dans ces premières centaines de millions d'années, alors que le bombardement dominait, mais qu'il y avait suffisamment d'impact avec de la glace pour fabriquer éventuellement des océans dans les endroits qui avaient de quoi protéger leur atmosphère du, essentiellement, rayonnement solaire très violent, c'est-à-dire des endroits qui étaient suffisamment magnétiques. On en a trouvé un comme ça, c'est Mars. Et donc maintenant, tout d'un coup, on se dit, peut-être qu'à la surface de Mars, il y a des endroits où on pourrait lire réellement dans l'histoire du système solaire primitif et de savoir si, ailleurs que sur Terre, la vie a pu démarrer. Ça sera important pour Mars, ça sera important pour la Terre aussi, parce que peut-être qu'on va enfin comprendre quels étaient les processus. En particulier, on pourra savoir si la vie est démarrée en haut de l'océan, c'est-à-dire par la matière organique, parce que la vie, il faut bien sûr de l'eau, mais il faut plein d'autres choses. Il faut des composés organiques complexes, et il y a deux possibilités pour les composés organiques complexes. L'un, c'est qu'ils viennent de l'espace avec ces résidus de la chimie prébiotique dans l'effondrement du nuage qui est stocké dans les comètes essentiellement, et qui a inondé les océans primitifs par tous les impacts de comètes de cette première phase. L'autre possibilité, c'est que ça vienne du bas, essentiellement par les effluves volcaniques qui peuvent éventuellement, quoi qu'on n'en ait absolument pas la preuve, fabriquer une chimie très intéressante à l'interface entre le volcanisme sous-marin et les océans profonds.
Donc les deux sont possibles. Et bien sûr, le troisième ingrédient important, comme vous le savez, c'est le phosphore. Il faut des phosphates pour l'ADN. Et ça ne se fait que s'il y a un lessivage de continents. Vous savez que quand on cherche des planètes avec des océans, c'est compliqué parce qu'il faut de l'eau liquide, mais il ne faut pas qu'il n'y ait que de l'eau liquide. Parce que si vous n'avez pas de continent, vous n'avez pas de moyen de nourrir vos continents avec tous les résidus qui sont ceux du lessivage des continents par l'eau, de ruissellement, et en particulier par le phosphore. Et vous ne faites pas d'ADN sans phosphore. Donc vous voyez qu'annuler tout ça, on ne sait pas si Mars était propice à ça, mais on sait où aller maintenant, et on sait que si on trouve, on pourra expliquer pourquoi ça a disparu, arrêt du champ magnétique, et on commence à comprendre ça comme un des ingrédients majeurs de l'évolution planétaire. Le plus probablement, bien sûr, c'est qu'on ne trouve pas, alors qu'on est sur les bons endroits, parce qu'on est loin d'avoir maîtrisé encore tous les ingrédients nécessaires. Il se trouve que l'année prochaine, il y a une grande mission américaine qui s'appelle MSL, Mars Science Laboratory, qui va partir. C'est un énorme 4x4 qui va partir donc à la fin de l'année prochaine. Et il y a tout un processus actuellement pour savoir où le poser. Et actuellement, les Américains ont reconnu que le plus intéressant, c'est d'aller là où on a repéré ces matériaux intéressants. Et donc, on avait encore la semaine dernière une réunion pour essayer de caractériser au mieux les endroits où aller les poser. Ils ont décidé d'aller dans une des régions qu'on a trouvées comme la plus intéressante, qui s'appelle Mars Vallis. Quelques années plus tard, si tout va bien, l'Agence spatiale européenne devrait aussi repartir avec une sonde qui s'appelle ExoMars, qui est reportée, hélas, très souvent. Maintenant, c'est 2018. On espère que ça va quand même se faire en 2018. Elle aura, en plus de la sonde américaine, la possibilité de faire un forage profond jusqu'à 2 mètres pour éviter toute détérioration par le rayonnement cosmique de composés organiques éventuels à la surface, puisqu'on sait que le rayonnement cosmique peut pénétrer assez profond. Et je termine simplement par ces remarques qui sont de dire, finalement, en 30 ans, après Viking, on a eu tout un aller-retour, vous voyez, dans la compréhension des choses. Avant Viking, la vie était partout et Viking allait non pas chercher si, mais chercher la vie. Viking, puis Titan, Voyager ont montré que c'était le contraire qui se passait. La vie était probablement quelque chose qui était beaucoup plus difficile qu'on imaginait, pas si générique que ça. Il ne suffit pas d'attendre, il faut des ingrédients extraordinairement particuliers. Puis on a vu apparaître comme ça la Lune comme stabilisateur avec des impacts très particuliers, puis etc., etc. Et puis, en même temps qu'on fait ça, on s'aperçoit que finalement, Mars, peut-être malgré tout, a été un objet qui a pu avoir des conditions propices à l'émergence de la vie, si ce n'est pas trop compliqué. Parce que finalement, il y a eu une période dans Mars où probablement l'essentiel des conditions terrestres était dupliqué là-bas. En tout cas, pour ce qui est de l'eau et de l'impact du carbone. Est-ce qu'il y avait possibilité qu'il y ait des continents à la surface, en tout cas des terrains lessivables, au sens où on l'a dit, ça c'est rien moins que sûr, on n'en est absolument pas sûr. Mais ce qui est remarquable, c'est de penser que la décennie qui vient maintenant va pouvoir, si on est assez astucieux, répondre à ces questions-là. Il va y avoir un énorme bond dans l'idée que l'on se fait de l'émergence de la vie, qui probablement d'ailleurs va aboutir à l'idée qu'on se fait une mauvaise idée de ce qu'est la vie, mais ça c'est la vie. Mais probablement, c'est ça que ça va montrer. Mais en tout cas, on sait maintenant que si ça démarrait ailleurs, c'est certainement sur Mars. Et si c'est sur Mars, on sait où aller le chercher. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va le trouver, mais ça va permettre de repousser un petit peu les frontières. Et comme je mets à la fin, maintenant, vraiment, l'exobiologie rentre dans l'ère scientifique. Mais la leçon à retirer de tout ça, c'est qu'on a besoin de tout ça quand on cherche la vie, bien sûr, ailleurs. Mais plus on va dans la recherche dans le système solaire, plus on creuse ces questions de diversité, plus on réalise que ce qui fait la diversité et la spécificité de la Terre, c'est vraiment pas que la distance à la Terre, au Soleil. C'est un énorme ensemble de processus dont nous sommes le résultat, ni en bien ni en mal. Il n'y a pas bien sûr de hiérarchie là-dedans, il n'y a pas de dessin EIN là-dedans. Simplement que l'histoire collisionnelle, plus l'ensemble du processus, où toutes les forces comptent, où la taille de la planète compte, où ses ressources radioactives comptent, tout ça joue pour faire de la Terre ce qu'elle est aujourd'hui. Il est bien sûr illusoire d'imaginer qu'ailleurs on pourrait reproduire les mêmes conditions, mais il n'est pas totalement exclu que tôt dans l'histoire, des conditions semblables aient pu au moins voir l'émergence, si ce n'est la préservation de ces formes-là. Et c'est ça l'enjeu des prochaines années, en fait, et même pas décennies. Et je vais m'arrêter là. Merci. Merci Jean-Pierre Bibring. Donc maintenant, le micro est à vous. Oui, au tout début, vous aviez affiché à un moment un matériau. Est-ce que vous pourriez nous préciser de quoi il s'agit de pyroxène? Ah, oui, je peux. Quand une roche magmatique se fait, aussi bien dans le manteau de la Terre que dans les roches volcaniques, le constituant majeur, c'est ce qu'on appelle des silicates. Les silicates, c'est de loin le constituant dominant parce que le silicium est un élément abondant dans l'univers, était abondant dans le système solaire. Et le silicium se lie facilement avec l'oxygène pour faire ce qu'on appelle des tétraèdres, avec 4 silicium, un oxygène au centre. Et une grande partie des matériaux que vous connaissez sont des silicates.
Parmi ces silicates, en fonction des éléments mineurs qui sont dedans, le magnésium, le fer, le calcium, etc., il y a différents arrangements qui sont possibles. Le pyroxène est l'un d'entre eux. Mais la chose importante, c'est que le pyroxène est un des constitutifs des laves basaltiques. Si vous allez au Puy de Dôme, dans les grands basaltes de Lozère, dans ces roches noires que vous voyez, si vous faites une analyse minéralogique, vous allez trouver des olivines et des pyroxènes. Trouver des pyroxènes signe un manteau terrestre pour l'essentiel et un manteau planétaire. Donc l'intérêt de ces cartes de pyroxène, ça veut dire qu'on a un matériau non altéré, primitif, c'est la lave d'origine qui n'a pas été transformée. Dans les laves du Nord, comme je vous montrais, où on n'avait pas cette signature-là, ils sont pourtant faits de ça initialement, c'est que ces pyroxènes et ces olivines ont été lavés par, non pas de l'eau, comme je vous ai dit, mais par l'atmosphère en H2O2, et il y a une petite pellicule qui masque tout cela. Ça suffit? Notre question? Oui, ben, vous nous avez un tout petit peu mis à la bouche là tout à l'heure en parlant des deux bombardements de météorites. Donc le premier qu'on comprend assez bien au moment de la formation du système, et le deuxième alors d'où est-ce que ça venait alors? Oui, je pense que d'autres vous en parleront dans les autres conférences. Pour ceux qui viennent, je vais vous dire d'un mot cette histoire-là. Je vais la remettre dans son contexte. Comme il avait été dit dans l'introduction, l'idée qu'autour d'une étoile, il y ait un disque dans lequel se forment des planètes est une idée ancienne, je l'ai dit, plusieurs siècles. De là à le trouver, bien sûr, c'est un pas considérable. Donc, depuis 15 ans, il y a eu un pas de passé depuis que Kellos et Meyer ont découvert, donc indirectement, une planète. Mais il se trouve que si vous voulez trouver une planète, vous ne la voyez pas directement, vous la voyez en fait actuellement uniquement par les effets de cette planète sur l'étoile. Et quand vous voyez ça, vous vous apercevez que bien sûr, plus la planète est massive, plus l'effet va être grand. Et donc il y a comme un biais observationnel qui fait que les premières planètes qui ont été découvertes indirectement comme cela, c'est les planètes les plus massives. Mais la deuxième chose, c'est que si vous voulez être sûr de voir un objet planétaire, il faut voir qu'il tourne autour de l'étoile. Et donc il faut voir une récurrence. Si vous voyez juste un événement, vous pouvez toujours imaginer qu'il y a une autre raison pour expliquer cet événement, qu'il y ait quelque chose qui tourne autour de l'étoile. Et donc vous cherchez des événements récurrents. Or, si vous voulez voir des événements récurrents quand vous avez un télescope, il faut faire ça en quelques jours parce que vous n'allez pas rester devant des télescopes braqués pendant 10 ans. Et donc, si vous voulez voir pendant quelques jours un événement récurrent, ça veut dire que votre planète tourne autour de l'étoile en quelques jours, et les lois de Kepler sont les mêmes pour tout le monde. Si elle tourne rapidement, c'est qu'elle est très proche. Et donc, il se trouve que si Meyer et Kellos ont pu voir quelque chose, plus toutes les 500 qui ont été vus après, pour l'essentiel, ce sont des objets qui ont comme double particularité d'être essentiellement très massifs et très proches de l'étoile. Et à nouveau, c'est pour des raisons surtout observationnelles. Mais indépendamment de l'aspect statistique, ça a posé tout de suite une question. C'est comment se fait-il qu'une planète comme Jupiter puisse être si près? Et quand on dit si près, c'est 10 fois plus près de l'étoile que ne l'est Mercure actuellement. Tous les modèles qu'on se faisait jusqu'il y a quelques années pour expliquer la formation des planètes géantes étaient contre cette idée-là parce que les planètes géantes, pour pouvoir devenir géantes, il faut qu'elles accrètent du gaz. Et pour accréter du gaz, il faut qu'elles aient un gros noyau. Et pour qu'elles aient un gros noyau, il faut qu'elles aient beaucoup de glace dedans. Parce que le glace est de loin le constituant majeur. Ça peut grossir très vite. Et il faut donc que les noyaux soient constitués quand la glace est stable. C'est forcément loin. Ce n'est pas un hasard si Jupiter est à 5 unités astronomiques. Je reviens à votre question, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Mais donc, les planètes géantes étaient conçues comme des objets qui se forment forcément loin. Et s'ils se forment loin, on ne peut pas les voir près de l'étoile. Il y avait donc une contradiction. Et la seule possibilité que les gens ont eue, et on travaille toujours là-dessus bien sûr, pour expliquer qu'on trouve des planètes massives, géantes, proches de l'étoile, c'est qu'en fait on les voit aujourd'hui, non pas dans l'endroit où elles étaient, mais dans l'endroit où elles sont aujourd'hui, et qu'entre les deux, elles ont migré, comme on dit. C'est toute la théorie de la migration. Et les gens se sont dit, effectivement, si on prend une planète lointaine et qu'on lui laisse la possibilité d'évoluer, alors elle va évoluer en spiralant et en tombant vers l'étoile centrale, et éventuellement elle peut s'arrêter à un moment donné. Et les gens se sont dit, mais qu'est-ce qui fait qu'une planète se déplace ou ne se déplace pas? Qu'est-ce qu'elle migre ou qu'elle ne migre pas? Pourquoi les nôtres n'ont pas migré alors qu'ailleurs on a l'impression qu'elles migrent? C'est une question qui n'est pas triviale parce qu'elle est compliquée mais très importante. Parce qu'on peut montrer que si Jupiter avait migré jusqu'en dessous de la Terre, on aurait été mangé. Parce que dans ce mouvement-là, la survie des petites planètes suppose que les grosses ne passent pas dessus. Parce que ce qui fait la migration, c'est l'interaction entre ces planètes et le disque qui reste. Parce qu'il y a un disque de gaz dans lequel les planètes se nourrissent pour grossir. Et tout le jeu est de savoir, quand la planète se met à grossir, à quelle vitesse elle grossit, et donc elle absorbe le disque par rapport à ce qui reste dans le disque. Si, quand elle est déjà de bonne taille, il reste que beaucoup de matière dans le disque, alors ce disque va avoir un effet sur la planète, et cet effet va être de diriger la planète, la faire migrer vers l'intérieur. Et si à un moment donné, à force de migrer comme ça, le disque bien sûr finit par s'évaporer, et si le disque disparaît alors que la planète est éventuellement proche de l'étoile, mais pas trop proche de l'étoile, ben elle reste.
et un dixième, enfin quelques centièmes de distance Terre-Soleil, c'est suffisant pour être stable. Donc on s'aperçoit, pour aller vite, et vous allez voir ça bientôt, que l'essentiel des systèmes que l'on voit sont des systèmes où les planètes ont évolué comme ça, ont migré. Donc les gens se sont dit, il y a quand même... Peut-être que notre Terre est spécifique dans notre système, et peut-être que notre système est aussi unique dans l'univers. Il faudrait savoir un petit peu pourquoi notre système n'a pas migré. Donc beaucoup de gens sont mis à travailler sur cette affaire de migration pour savoir si notre système a migré ou pas. Ça, c'est le premier acte. Deuxième acte, il y a cette histoire que, indépendamment de tout ça, en analysant l'âge des minéraux cristallisés à la surface de la Lune, avec le retour d'échantillons Apollo, les gens se sont dit, on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose autour de 4 milliards d'années. Tout se passe comme s'il y avait un gros bombardement à 4 milliards d'années. En fait, on a su après que l'hypothèse qu'avaient pris les gens pour donner cette conclusion qu'il s'est passé quelque chose était fausse. Mais c'est comme ça qu'est venue l'idée, dans les années 70-80, que le système solaire a eu un énorme bombardement il y a aux alentours de 4 milliards d'années. Et les gens travaillant sur la migration se sont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas, par une migration, arriver à montrer que c'est la migration de notre système qui aurait produit ça? Et si je dis ça, c'est que c'est ça le résultat. C'est que les gens, et quand je dis les gens, c'est essentiellement l'école de Nice, Morbidelli, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et son équipe, qui ont montré qu'effectivement, Jupiter et Saturne ne sont pas aujourd'hui là où ils se sont formés. Vous allez voir d'ailleurs que la fin de l'histoire est encore plus rigolote que ça. Mais ils se sont formés ailleurs. Et à un moment donné, ils ont migré en repassant vers l'extérieur. Et à un moment donné, Jupiter est arrivé à 5 unités astronomiques, là où il est aujourd'hui, quand Saturne est arrivé à 10 unités astronomiques, c'est-à-dire 2 fois la distance. Et quand deux planètes sont à des distances commensurables, comme 1 et 2, l'un avec l'autre, à cause des lois de Kepler, ça veut dire que du point de vue orbital, ils se retrouvent aussi quand il y en a un qui fait n tours, l'autre va faire n plus 1 tour, mais au bout d'un moment, ils vont se retrouver à la même position. Et donc, l'essentiel du temps, ils ne sont pas ensemble, mais d'une manière récurrente, ils vont se retrouver du même côté, très proche. Et s'ils se retrouvent d'une manière récurrente très proche, parce que, à nouveau, leurs périodes sont commensurables, alors il y a ce qu'on appelle en physique un phénomène de résonance. À ce moment-là, l'attraction va être beaucoup plus forte, comme une fronde que vous allez accentuer comme ça. Et à force d'accentuer les effets, vous allez avoir ce phénomène de résonance qui va augmenter considérablement l'amplitude. Et les gens ont montré que Saturne a vu son orbite à ce moment-là extraordinairement excentrique, qui s'est mis à rentrer dans le système solaire externe, et à déstabiliser tous les objets qui étaient très loin et qui étaient peinards là-bas, et qui tout d'un coup, voyant Saturne arriver, ont vu leur orbite tout d'un coup modifiée, et ça fait une pluie d'objets dans le système solaire interne. Donc ce pic-là, c'est la résonance entre Jupiter et Saturne, dont, en ajustant bien sûr les paramètres, on peut montrer qu'il faut typiquement 600-700 millions d'années pour que ça arrive. Donc notre système a bien migré, et c'est la migration du système Jupiter-Saturne qui a fait ça. Donc ça, c'est pour expliquer ça. Mais pour aller un peu plus loin, les gens après se sont dit, voilà, quand on fait des collisions comme ça, il y a des gens qui s'amusent à faire des modèles pour essayer de fabriquer des collisions, des impacts géants, et puis aussi de la croissance planétaire. Et tous les gens qui font ça, ils arrivent à reproduire tout à peu près bien, sauf une chose, Mars. Personne n'arrive à reproduire Mars aussi petit. Tous les modèles de croissance fabriquent des planètes Mars beaucoup plus grandes qu'elles n'est. Ça a toujours été quelque chose. On peut toujours dire, bon, ben voilà, c'est comme ça. Mais il y a des gens qui ont essayé de... Et alors c'est vraiment très neuf parce que l'article n'est pas encore publié, mais c'est un travail vraiment tout récent, mais qui est très séduisant. C'est le même groupe de Nice qui a montré ça. Qu'en fait, Jupiter ne s'est pas formé à 5 unités astronomiques. Jupiter, probablement, s'est formé aux alentours de 3 unités astronomiques, 3-4 unités astronomiques. C'est suffisamment près pour que suffisamment loin pour que la glace soit stable, mais pas trop près. Il a grossi comme ça, mais quand il a grossi, en fait, il y avait beaucoup de gaz dans le disque. Et donc, il s'est mis à migrer vers l'intérieur. Et Jupiter, de 3 unités astronomiques, est rentré dans le système solaire comme ça, jusqu'à 1,5 unités astronomiques, à peu près. Pourquoi 1,5 unités astronomiques? Parce qu'en même temps que Jupiter grossissait, Saturne grossissait. Et quand vous avez une autre planète qui grossit, vous avez tout d'un coup 2 planètes géantes dans le système. Et comme vous savez, beaucoup des exoplanètes qu'on a vues sont par paires, comme ça, ou même plus. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait qu'une qui se forme. Et alors, de la masse relative de Saturne et Jupiter, toute la suite va dépendre. Si Saturne avait grossi rapidement, c'est-à-dire que si la densité dans le disque avait été telle que Saturne grossisse rapidement et devienne de masse supérieure à celle de Jupiter, les deux seraient tombés vers le Soleil. Et on ne serait pas là pour en parler parce que notre système aurait vu le système, Jupiter aurait balayé jusqu'au moins l'orbite de la Terre et probablement beaucoup plus loin, et Saturne aurait suivi. C'est parce que Saturne a grossi, est arrivé à la taille qu'il a maintenant, alors que Jupiter était aux alentours de Mars, ça s'est passé en quelques millions d'années, c'était très rapide, qu'à ce moment-là, Saturne a eu un effet contraire et a ramené l'ensemble vers l'extérieur. Et donc Jupiter a eu un double mouvement vers l'intérieur, il s'est arrêté à 1,5, et c'est ce rebond en fait de Jupiter à cet endroit-là qu'a fabriqué Mars, par interaction avec le gaz. Mars procède et signe le rebond de Jupiter, qui ensuite est reparti vers l'extérieur.
Donc quand je vous dis que la probabilité qu'on trouve des systèmes équivalents ailleurs n'est pas égale à 1, c'est que vous voyez, cette histoire collisionnelle est tout à fait fondamentale. On prend, comme les affaires de chaos, comme vous savez, c'est Poincaré qui a initié ça il y a plus d'1 siècle, mais il n'y a que très récemment que les gens considèrent le chaos comme important pour un tas de disciplines, dans les sciences humaines, en philosophie, en histoire, et dans nos sciences aussi, ça commence juste à rentrer. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est Jacques Lasker le premier qui, prenant ces théories-là, a travaillé sur l'obliquité, sur toutes ces choses-là. Et maintenant, systématiquement, les gens essaient de regarder comment on peut justement traiter d'une manière beaucoup plus complexe le mouvement collisionnel, à la fois collision et interaction, avec les théories du chaos, et ça donne ce genre de choses. Donc ça donne l'idée que le bombardement a eu un ou plusieurs échos, comme celui-ci, mais ça donne des choses encore plus riches quelque part. Et donc voilà, la Terre a eu le temps de faire sa flotte, de ramasser d'abord les impacts suffisants pour ramener de l'eau, après son impact géant pour en fait, avec toute cette chimie que je vous ai dit, en faire un magma hydraté qui a introduit la technique des plaques, maintenir des continents stables à la surface hors du niveau de l'eau, parce que sinon il n'y aurait pas eu de phosphore, et tout ça dans des conditions de pérennité et de stabilité de l'eau. Alors que Jupiter n'ait jamais été jusqu'à une unité astronomique, parce qu'il a rebroussé chemin à 1,5 unité astronomique. Voilà pour cette question. Oui, madame. Est-ce que vous pourriez nous expliquer l'influence, s'il y en a une, de Deimos et de Phobos par rapport à Mars? Et deuxième question, est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer le système solaire comme stable ou peut-il encore évoluer? Alors, je vais tâcher d'être rapide parce que sinon vous n'aurez plus de poser de questions si je réponds une demi-heure à chaque fois. Alors, Phobos et Deimos. Vraisemblablement, mais tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, c'est vraiment en train de démarrer. On pense que Phobos et Deimos sont aussi les résidus d'un impact important que Mars a subi et qui lui a fabriqué un grand disque dans lequel beaucoup, en fait, et pas seulement Phobos et Deimos, petits objets se sont réaccrétés. Les conditions de l'impact, la taille de l'impact, tout ça a fait que le disque était probablement de petites dimensions et que les objets étaient de petites dimensions. Il a pu y en avoir des dizaines ou des centaines. Qu'est-ce qu'est la particularité de Phobos et Deimos? C'est que tous les objets qui sont formés suffisamment près de Mars sont déjà tombés sur Mars. Phobos et Deimos sont toujours là parce qu'ils ont été près de ce qu'on appelle l'orbite de corotation, c'est-à-dire qu'ils tournent autour de la planète comme l'orbite géostationnaire. Ils tournent autour de la planète en même temps que la planète tourne sur elle-même, donc ils sont stables. Et c'est une petite fluctuation justement chaotique qui fait que aussi bien Phobos que Deimos ont vu leur trajectoire un tout petit peu changer. Il y a très peu de temps, en fait, ça se mesure en quelques dizaines ou peut-être centaines de millions d'années. Et maintenant, Phobos est en train d'attaquer son champ du cygne puisqu'il tombe sur Mars. Et il va tomber sur Mars rapidement. Il est resté pendant 4,5 milliards d'années stable. Et là, il est en train de tomber sur Mars. Donc ça, c'est l'histoire. Et Deimos, c'est de l'autre côté, donc il s'éloigne actuellement de Mars. Mais c'est une histoire par deux objets qui sont tellement petits, le plus gros, Phobos, fait 25 km dans sa grande dimension, que du point de vue gravitationnel, ça n'a aucun effet. Donc il y a eu des effets importants en tant que des impacts ont pu avoir lieu avec d'autres objets que Phobos et Deimos dans le disque. Et une partie des impacts qu'on voit aujourd'hui, des bassins même que l'on voit, proviennent probablement d'impacts géants qu'il a pu y avoir, avec des effets climatiques éventuellement importants. Mais aujourd'hui, Phobos et Deimos n'ont pas d'effet sur Mars jusqu'au moment où ils vont tomber dessus, enfin que l'un des deux, Phobos, va tomber sur Mars. Mais il y a encore le temps. La deuxième question sur la stabilité. La stabilité en soi ne veut rien dire si on ne précise pas la constante de temps. Rien n'est stable. Tout est stable, pas dans une échelle de temps donnée. C'est comme pour la radioactivité. Vous avez quelque chose. Les éléments dont nous sommes faits, ils sont stables parce que formés il y a 5 milliards d'années, ils sont toujours là. Mais ils sont stables à l'échelle de notre système. Notre système solaire, tel qu'on le voit aujourd'hui, il est stable pour un nombre de propriétés à l'échelle de milliards d'années pour l'essentiel des propriétés que l'on voit, les propriétés orbitales. Mais il n'a pas de stabilité à plus petite échelle parce qu'on sait que tous les mouvements actuellement sont en train d'évoluer. Je vous ai parlé de l'obliquité, du fait que ça tourne sur lui-même. Et maintenant, quand on regarde le mouvement à grande échelle des objets, et c'est un des travaux que fait Jacques Lasker maintenant, il s'aperçoit que la migration peut continuer et qu'il va y avoir d'autres impacts et qu'en fait, le système tel qu'il est, mais maintenant sur des constantes de temps de milliards d'années, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des changements considérables dans la distribution des objets planétaires eux-mêmes et des planètes entre elles, réellement, mais sur des grandes constantes de temps. Donc la réponse que je pourrais faire à votre question, c'est que tout dépend de l'échelle de temps que l'on considère. Si on considère à l'échelle de l'année ou des siècles ou des millénaires, rien ne va changer plus que ce que l'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire des mouvements dont on les a déjà bien recensés, qui sont des mouvements d'amplitude dus à l'influence mutuelle des objets qui se mesurent essentiellement en dizaines de milliers d'années pour les plus rapides. À nouveau, l'appréciation, le mouvement de l'excentricité, des choses comme ça. Mais le système solaire, globalement, évolue à grande échelle sur des constantes de temps plus grandes. Donc tout dépend de l'échelle de temps de stabilité que l'on veut considérer. C'est un peu ça la... Les ceintures de Jupiter sont-elles dues à des trous d'accrétion ou à
Alors, je peux répéter la question. La question, c'est est-ce que la ceinture des astéroïdes, la ceinture de Kuiper, procède d'une collision ou d'un manque d'accrétion? Alors, bon, ce que veut dire cette question, c'est que on a hésité pendant très longtemps entre la ceinture des astéroïdes, ce sont des milliards et des milliards d'objets qui sont entre Mars et Jupiter, disons à peu près aux alentours de 2,7, 3 unités astronomiques. Et la question était de savoir, est-ce que c'est un gros objet qui s'est fracturé ou est-ce que c'est des objets tout petits qui n'ont jamais pu aller jusqu'à la compaction sous forme de planète? C'est la deuxième hypothèse qui semble la plus plausible. Pareil pour la ceinture de Kuiper. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de collision dedans maintenant, bien sûr, qu'il y a eu énormément de collisions à l'intérieur de ça. Mais on pense que la ceinture des astéroïdes telle qu'elle est résulte de l'accrétion qu'il y avait dans le disque primordial, et l'arrivée de Jupiter a bloqué l'accrétion. Parce que les perturbations gravitationnelles de Jupiter, à cause de la masse de Jupiter, étaient telles que les objets qui étaient sur ces choses-là n'ont pas pu continuer leur accrétion. L'essentiel ont été éjectés, c'est pour ça qu'il y a dans la ceinture des astéroïdes d'énormes, ce qu'on appelle des lacunes, qui sont des orbites pleines. Toutes les orbites, à nouveau, comme je disais tout à l'heure, qui sont en résonance, commensurable avec l'orbite de Jupiter. Ceux-là ont été éjectés ailleurs, et c'est tous les objets qui sont des météorites et qui nous viennent dessus de temps en temps. Et ceux qui sont là sont encore des résidus de l'accrétion initiale non aboutie. C'est une croissance avortée. Ce qui est très intéressant parce que ça nous donne un vestige de la dynamique d'accrétion initiale. Et probablement pareil pour la ceinture de Kuiper. La ceinture de Kuiper procède probablement de la perturbation gravitationnelle aussi de Jupiter et de Saturne sur le système solaire initial, qui a éjecté ces objets-là et qui sont restés stationnaires depuis. Mais ils n'ont pas pu aller jusqu'à la compaction. Et pire que ça, c'est les noyaux cométaires, parce qu'en même temps que cette croissance se faisait, il y avait des corps de glace qui grossissaient, bien sûr, suffisamment loin, ils grossissaient beaucoup. Tous les corps de glace, depuis quelques kilomètres ou pas, l'essentiel a été bloqué dans son accrétion, a été éjecté extrêmement loin. C'est ce qu'on appelle le nuage de Oort, et ils sont très loin, ils sont tellement loin que c'est les perturbations par d'autres étoiles qui passent, qui en ramènent certains dans le système solaire interne, et c'est ça qu'on appelle une comète. Une comète, c'est un des objets de glace formés au début, qui n'a pas pu grossir à cause de l'arrivée de Jupiter et de Saturne, qui a été éjecté très loin, qui est resté au frigo pendant tout ce temps-là, et qui revient de temps en temps parce que sa trajectoire le perturbe. Elle a été perturbée par une étoile, je veux dire, proche. Et ces objets-là sont spécialement intéressants, parce qu'ils ont échantillonné le nuage d'origine très froid, avec entre autres le résidu de toute l'évolution chimique qui s'est passée dans ce nuage qui s'effondrait. Et on est convaincu maintenant que cette chimie a donné lieu à une chimie organique extrêmement importante à la fois par la taille des molécules et par son rôle après, parce qu'il y a eu des macromolécules polymérisées qui avaient peut-être 12 atomes dedans. Ce n'est pas quelques atomes, qui sont cette matière très sombre que l'on a découvert la première fois quand on a été voir le noyau de la comète de Halley en 86, et qu'on est actuellement on est à la recherche de ça avec la fameuse sonde Rosetta qui va aller se poser sur un noyau cométaire en 2014. On est convaincu que quand le nuage d'origine qui a donné naissance au Soleil et aux planètes, avant de donner naissance au Soleil, en s'effondrant comme ça, il y a une chimie réactive très importante parce qu'il y avait beaucoup de collisions là-dedans. Il y a une croissance de macromolécules très importante dont on ne connaît pas la nature. On sait qu'elles existent parce qu'on les a observées comme une matière très sombre, très réfractaire. N'oubliez pas qu'un noyau cométaire, alors que c'est fait de glace à plus de 80%, c'est les objets les plus sombres du système solaire. C'est plus noir que ça, c'est plus noir que du charbon. Parce qu'il y a dedans cette matière organique très importante qui a été faite pendant l'effondrement même du nuage. Eh bien, on pense que c'est très important cette matière-là parce que ce sont ces noyaux cométaires, quand ils sont arrivés ensuite sur les planètes comme la Terre, ils ont apporté l'eau d'une part, mais aussi du carbone sous forme de macromolécules qui ont pu être les briques de l'évolution du vivant. Donc on pense que si le vivant a pu démarrer, c'est peut-être pas à partir de petits composés simples, CH4, NH3, etc., qui aurait donné dans un environnement terrestre des macromolécules, ça pourrait être à partir de ces macromolécules qui ont une structure très particulière, qui ont déjà une possibilité probablement de duplication par elles-mêmes, par pure chimie et pas par vie, sur lequel ensuite la vie a pu se greffer. L'argile de Mars aurait-elle pu jouer un rôle dans l'apparition de la vie sur cette Terre ? C'est ce qu'on saura quand on va aller le voir sur place, donc on ne peut pas répondre avant d'y aller. Sur Terre, on est à peu près convaincu que, en tout cas, sur Terre, l'argile a dû jouer un rôle parce qu'on trouve beaucoup de fossiles vivants dans des argiles fossilisées. Donc probablement, l'argile, par sa structure elle-même, minéralogique, qui est une structure en feuillet, qui retient l'eau, favorise des échanges et le stockage de matière organique et de flotte d'une manière telle qu'on peut faire grossir des espèces. Et ensuite, ça protège énormément du rayonnement extérieur. Donc là, c'est une niche très favorable. Donc c'est pour ça qu'on est content d'avoir trouvé ces argiles, parce que d'abord, ça dit qu'il y a eu de l'eau, mais en plus, ça nous dit que puisqu'elles sont toujours là, si on les analyse, il n'est pas exclu que dans certaines strates, avec certaines compositions d'argile, on trouve justement là des composés, c'est là qu'on va les chercher, des composés carbonés et si possible macrocarboné, si je puis dire. C'est là-dedans qu'on va taper maintenant pour essayer de regarder s'il a pu y avoir une possibilité d'évolution chimique sur Mars. Donc les argiles, effectivement,
on pense, par analogie terrestre, qu'elles ont pu avoir un rôle tout à fait majeur. Ouais. La réponse à la question « y a-t-il de la vie ailleurs que sur Terre ?» finalement paraît assez curieuse parce que d'abord on ne sait pas ce que c'est que la vie. Il faut rappeler qu'il y a eu des tentatives de synthèse de la vie qui ont complètement échoué. Par conséquent, les seuls arguments qu'on peut donner pour répondre à la question, c'est de dire la vie est impossible à tel degré ou à telle pression, etc. Il n'y a pas d'autres arguments finalement. Mais ça n'éclaire pas, même si on prend cet ensemble de conditions, ça n'éclaire pas du tout ce qu'est la vie. C'est plus un commentaire qu'une question, en tout cas je le prends comme ça. Je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que le concept même de vie, ce mot-là, je suis convaincu que si on se retrouve dans 10 ou 20 ans, il aura beaucoup changé. Les choses évoluent très vite. D'ailleurs, je m'aperçois maintenant, moi quand j'étais petit, on parlait du végétal et de l'animal. Maintenant, on n'enseigne plus la biologie animale et végétale parce qu'on s'aperçoit que cette différence-là n'est plus opérante parce qu'on ne sait plus où mettre les champignons, et puis etc., etc. Et plus on va, et maintenant avec le prion, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Où s'arrête la chimie moléculaire, où démarre le vivant. Je suis convaincu que plus on avance dans la recherche de formes de vie, aussi bien sur Terre avec les fameux extrémophiles qu'ailleurs, sur Mars en l'occurrence, plus on fait évoluer le concept même de ce que l'on recherche. Donc c'est une difficulté intrinsèque à cette recherche. Qu'est-ce qu'on recherche effectivement? Donc on part de... Il y a des choses qui paraissent relativement établies et assises, qui sont par exemple que si on veut une chimie complexe, pour fabriquer des choses aussi complexes que l'ADN si on veut, le carbone s'y prête bien. Ça, et les raisons sont bien connues. La raison pour laquelle le carbone s'y prête plus que le silicium et a fortiori d'autres, c'est pour des structures électroniques bien connues de la matière maintenant. Donc, rechercher dans la direction de composés carbonés est loin d'être stupide. Et ce n'est pas un hasard si dans l'univers où qu'on regarde, les plus grandes molécules, les plus riches molécules sont des molécules à base de carbone. Donc, chercher des chaînes basées sur le carbone est certainement une bonne idée. De là à trouver ce que l'on considère être le moteur du vivant, c'est-à-dire quelque chose qui est d'une part doué de capacité de réplication. Encore que, je vous ai dit, on évolue sur ce concept-là et on pense que la réplication n'est pas un concept du vivant forcément. Mais tout le reste, vivre sur l'extérieur, c'est-à-dire fabriquer plus d'excréments, etc. Tout ce qu'on essaye de préciser comme nous guide dans ce qu'on essaye de regarder. Mais c'est vrai que les premières étapes vont consister à essayer de regarder d'abord la chimie du carbone réduit et du carbone oxydé, et puis de regarder là-dedans quel est le degré de complexité des formes que l'on va trouver. Est-ce qu'on va forcément tomber sur des choses, supposons qu'il y en ait eu, qui sont du type terrestre ou pas? À nouveau, on ne connaît pas la réponse à ça. Ce n'est pas forcément une mauvaise piste que de dire que ce qui s'est passé sur Terre était équivalent à ce qui aurait pu se passer sur Mars, parce que de fait, les ingrédients étaient quand même extraordinairement semblables. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis convaincu qu'on va modifier en avançant le concept même de ce qu'est le vivant. Et c'est pour ça, j'étais déjà un petit peu réticent avec cette histoire de super Terre que l'on cherche. C'est-à-dire chercher une Terre, ça ne veut pas dire grand-chose quand on voit ce que veut dire une planète comme la nôtre par rapport à toute son évolution et la richesse qu'elle a, qui recourt plein d'autres choses. Je pense que l'évolution de la chimie organique vers la biologie est encore beaucoup plus compliquée. Et on voit actuellement dans l'exobiologie 2 disciplines qui sont en train de se mettre ensemble avec des difficultés. Il y a la discipline à laquelle vous faisiez allusion, des chimistes, on va dire, qui partent de composés très simples et qui ont essayé, Miller-Urey comme on dit, c'est-à-dire des gens qui ont essayé à partir de composés très simples, en mettant toutes les formes d'énergie possibles dans des soupes possibles pour regarder quel est le degré de complexité qu'on arrive à faire prendre à la matière en mettant toutes les formes d'énergie possibles, des éclairs, des trucs et des machins. Et on sait que ça fait plus de 60 ans qu'on essaye. On n'arrive pas à fabriquer ce que l'on trouve. On ne trouve pas le fameux premier coacerva d'oparine, quelque chose qui a l'apparence d'une cellule. Je ne suis pas sûr que ce soit une piste non féconde. Et Hervé Cotin, qui travaille entièrement dans ce domaine, vous en dira plus la prochaine fois. Mais c'est vrai qu'il y a comme une impasse de ce côté-là. C'est repartir du plus simple pour aller vers le complexe et pas forcément le plus simple. Il y a l'autre démarche consistant, la voie des biologistes, qui maintenant, à cause de la découverte de ces fameux extrémophiles, sur lesquels on peut dire un mot, essaye de partir du plus complexe vers le plus simple du point de vue de la biologie pour remonter à l'ancêtre unique, pour essayer de regarder quel est le point de départ de toute la diversification du biologique. Et on a été très loin là-dedans. Les progrès de la biologie depuis 10 ans dans ce domaine sont, quelque part, sont remarquables. Et donc, on n'a pas encore fait la jointure entre les deux. Et donc, certes, on a ce problème du passage, de savoir comment, quand les biologistes vont nous dire quel est le fameux LUCA, l'ancêtre commun,
quelle est la chimie permettant d'y accéder. Et je dis une des raisons pour lesquelles on n'y aura pas accès facilement, c'est qu'il se peut qu'il faille partir de molécules extraordinairement spécifiques qui ne sont pas celles que l'on fabrique normalement dans les réactions de chimie de laboratoire, parce qu'elles se sont formées dans un environnement très différent, qui sont peut-être cet effondrement d'un nuage moléculaire, ces nuages denses qui s'effondrent sous leur propre poids dans l'univers et qui donnent ces nuages sombres que, quand vous regardez la Voie lactée, vous voyez dans le blanc des grandes zones sombres. Les zones sombres, ce n'est pas des endroits où il n'y a rien, il y a tellement de matière que vous ne voyez pas les étoiles derrière. Ce sont ces nuages-là, très denses, où la lumière ne pénètre pas, qui en s'effondrant donnent naissance aux étoiles, au cortège planétaire. Mais on n'a jamais pu sonder les étapes ultimes d'évolution parce que le rayonnement ne pénètre pas là-dedans, même les grandes longueurs d'onde. Donc on ne sait pas quel est le degré de complexité. Mais on sait que c'est une chimie très particulière, qu'on n'a jamais reproduit en laboratoire, où les grains jouent un rôle, où les ions, les molécules et les grains jouent un rôle. Peut-être qu'il faut, dans cette chimie-là, des constituants tout à fait particuliers pour qu'après, dans l'eau, à certaines profondeurs, etc., on arrive à fabriquer une cellule. C'est pour ça qu'on va aller voir les affaires cométaires, parce qu'on pense que les comètes ont échantillonné ce matériau-là d'origine et que c'est les seuls à l'avoir fait. Je ne suis pas sûr qu'on y arrive, mais bon. Donc, 1000 fois d'accord avec vous. C'est très difficile, et a fortiori pour les gens qui cherchent dans les exoplanètes des traces de ce qu'on croit être le vivant. Il faut faire très attention parce qu'on a une vision très terrocentrique qui est non pas malsaine, mais qui traduit notre ignorance. Donc, on essaye de travailler par paliers. On pense qu'il faut un liquide pour évoluer. On se trompe peut-être, mais en tout cas sur Terre, c'est sûr que ça démarrait dans l'eau. On essaye déjà de regarder s'il y a des conditions de stabilité de l'eau liquide ailleurs. Et je vous ai déjà dit, c'est extraordinairement compliqué de l'obtenir. Mars l'a eu pendant très peu de temps. Elle l'a maintenu peut-être que pendant quelques dizaines de millions d'années. On va aller sur les endroits qui ont vu de l'eau liquide stable. Et c'était le seul endroit probablement dans le système solaire à part la Terre. Si ça n'a pas marché là, si malgré le fait qu'il y ait ça, malgré qu'il y ait les impacts de micrométéorites, qu'il y avait tous ces trucs-là, ça n'a pas fonctionné, c'est-à-dire qu'il y a d'autres ingrédients et qu'on est très loin de savoir lesquels c'était. Merci Jean-Pierre Bivring, je crois qu'on peut l'applaudir chaleureusement. Et donc on continue la semaine prochaine donc avec Hervé Cotin, la vie ailleurs dans le système solaire, point d'interrogation. À bientôt, au revoir.